Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres producteurs, productrices ou acteurs de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette et surtout de mieux comprendre la richesse des métiers de ce secteur. Alors, sans plus attendre, allons-y avec Jean-Luc Herbulot, notre invité pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Réalisateur et scénariste, c'est avec le dessin et la musique que Jean-Luc Herbulot a commencé à partager ses histoires et ses univers. Entre fantastique, suspense haletant et un certain goût pour l'hémoglobine et le destin des vilains, Jean-Luc Herbulot fait partie des auteurs capables à la fois de défendre des histoires sociales difficiles tout en ayant un attrait pour l'invisible et l'inexplicable, sans pour autant oublier le divertissement du public. Ses travaux sont remarquables, comme notamment Dealer, un long métrage autoproduit qui fut le premier long métrage de fiction française acheté par Netflix France en 2014. Donc Jean-Luc, bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, je suis très content d'être là et qu'on puisse formaliser enfin cette discussion pour les gens, puisqu'on se connaît quand même dans le milieu, hein, Oui, voilà. mais c'est intéressant qu'on puisse partager, que je puisse partager ces Oui. histoires-là ou mes histoires avec toi et avec tes auditeurs. Oui, je pense que ton parcours peut être très enrichissant et inspirant pour beaucoup. Donc, merci encore d'avoir accepté cette interview. Pour les auditeurs, c'est un peu particulier parce qu'on est à distance, puisque Jean-Luc, pour l'instant, tu n'es pas encore en France, donc j'ai pas pu te faire venir au studio de la SACD. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour commencer? Alors écoute, je m'appelle Jean-Luc Herbulot, je suis né au Congo-Brazzaville où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. Je suis réalisateur, producteur, monteur et scénariste dans tous les ordres différents. D'accord. Voilà, j'ai à mon actif 4 longs métrages aujourd'hui. J'ai fait de la série, j'ai fait de la pub, j'ai fait des courts métrages, j'ai fait du clip, j'ai fait un peu tout, hormis le documentaire que je veux toujours faire, mais ça n'est toujours pas arrivé. Donc voilà pour Ok. mon CV en gros. Est-ce qu'on peut reprendre depuis le Tu début, veux que je puisque en lance fait, directement le parcours? non, c'est bon, très bien, on reste comme Mm. ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment finalement t'en es venu Est-ce que tu as toujours voulu être réalisateur? Comment c'est arrivé à toi pour devenir finalement, aller vers cette carrière-là? Alors, j'ai toujours adoré les films, ça c'est sûr. Mon premier souvenir, c'est Alien 2. Comme D'accord. quoi, j'avais 7 ans, je crois. C'est la faute de mon père, hein. Ben, voilà. Non, parce qu'en fait, je vais la reprendre un peu. En fait, mon père allait m'emmener à chaque fois dans les vidéoclubs. C'était l'époque des vidéoclubs, hein, pour les plus vieux Mhm. d'entre nous. Donc ça devait être fin des années 90, fin des années 80, pardon, quelque chose comme ça. Je l'accompagnais toujours en vidéoclub et moi, j'avais une tendance à prendre les films de la Canon, quoi, si tu veux. Donc les films ou de la Carolco, tu vois, donc les films un peu bourrins. J'étais gamin, donc moi, ce qui m'intéressait, c'est la baston, les films de kung-fu, etc. Et Mhm. donc j'avais une tendance à prendre ces films-là, et puis un jour il en a eu marre, il m'a dit bon allez tu vas arrêter de prendre tes trucs tout pourris là, et je vais te faire voir un vrai film. Et donc du coup il m'a mis devant Alien 2. Et ça a été ouais ma première grande expérience je vais dire de cinéma, même si c'était sur un écran télé, parce que Mhm. j'ai jamais eu la chance de voir un Alien au cinéma. Et maintenant qu'il y en a un au cinéma, je vais peut-être pouvoir aller le voir enfin. Ah oui, il faut en profiter. Quoique justement, non, j'ai vu Alien 4 au cinéma. Mais bon, bref, donc pour revenir à Alien, ça a été ma première expérience de cinéma dont je me souviens. Après, ça a été Terminator 2. Et donc, pour répondre à ta question, le cinéma, j'ai été très tôt spectateur et très tôt fasciné par le cinéma. J'ai très tôt, bizarrement, théorisé ce qui s'appelle la mise en scène, mais je savais pas que ça s'appelait la mise en scène. Et quand je parle de mise en scène, je parle de langage cinématographique. Mhm. J'ai théorisé ça très jeune, très vite. Je sais pas pourquoi, parce que Mais comment, du coup, vers quel âge est-ce que c'est? je me faisais des petits cahiers où je me disais, bon, alors si tu dois dire ça, c'est tel plan, tu vois, ou si Ah tu oui, dois dire ça, c'est tel enchaînement de montage, tu vois. et tu avais déjà le mot plan, enfin, tu savais que c'est... Enfin, non, 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 là, je dis là parce que je connais ces mots-là, mais j'avais pas de D'accord. vocabulaire à Ah, l'époque. c'est Donc, je intéressant. le faisais Ok. pour moi, dans des petits cahiers, mais ça allait avec, bizarrement, ça alimentait déjà ce que j'aimais faire à l'époque, qui était raconter des histoires. Oui. Donc pour revenir à la base de la base, j'ai toujours voulu aimer raconter des histoires. Et c'est passé par plusieurs canaux différents, pardon. Donc ça a commencé par l'écriture, qui était le plus facile puisque tu as juste besoin d'un stylo. Ensuite le dessin, ensuite la musique.
ensuite le jeu vidéo et puis ensuite la réalisation. Ok. Mais au départ, c'était pas, je pensais pas être réalisateur, c'était pas forcément quelque chose que je voulais. Et pour moi, ça a toujours été bizarrement un espèce de sport de riche, trop loin de moi. Je suis d'une famille modeste, aisée pour le Congo, mais modeste pour la France. Donc, j'avais jamais imaginé me mettre un pied dans ce milieu-là, quoi. Jamais. Oui, toi, ce qui t'attirait, c'était raconter des histoires, inventer tes propres Ouais. histoires. Et ça n'a pas changé, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je suis un créateur de mondes, en fait. J'adore créer des mondes, j'adore créer des lores, comme on dit, pour ceux qui, Ouais. pour les plus geeks d'entre nous. Donc, très tôt, j'ai été envoûté par Tolkien, très tôt, j'ai été envoûté par Kadik, par tous les gens qui arrivaient à créer des univers. Et j'ai toujours été plus fasciné par la création d'univers, parce qu'une fois que ton univers est posé, tu peux créer des personnages fascinants. Et une fois que tu as des personnages fascinants, tu peux créer des histoires fascinantes. Donc, moi, j'ai toujours pris dans ce sens-là, parce qu'il y a des gens qui vont commencer par une histoire et ensuite la peupler de personnages, et ensuite en faire un monde. Moi, j'ai toujours eu le monde, les personnages, les légendes, etc. Et ensuite, la petite histoire qui va dedans. Donc, mais ça a été reparlera conscientisé un petit peu plus tard, parce que comme tu dis, tu as commencé par l'écriture puis le dessin. Est-ce que tu te rappelles à peu près à partir de quel âge tu as commencé à vraiment formaliser ton imaginaire sur du papier, que ce soit par écrit ou... Parce que ça, je trouve que c'est aussi révélateur, mine de rien, tu vois. Ouais, très très tôt, mais en même temps, ça va avec, je pense que ça va avec notre imagination de gamin, en fait. Ça veut dire que pour toi, quand t'es gamin et que tu lances ton imagination, tout est, tu vois, il y a cette séquence que j'adore je vais le frimer parce que je viens de le voir, c'est Vice Versa, que j'ai vu avec mon fils il y a pas longtemps, il y a 2 jours, là, techniquement. Et il y a un moment dans Vice Versa que je trouve, donc In and Out en anglais, Inside Out, pardon, en anglais, que je trouve très intéressant. C'est, à un moment, elle a donc tu vois tous les petits châteaux qui sont autour. Il y a le château de l'amitié, le château enfin le domaine de la famille, de l'école, etc. Et il y a le domaine de l'imagination à un moment, je crois, si je dis pas de bêtises. Dans le premier. Voilà. Et tu vois qu'en fait, il y a une de ses consciences qui lui fait visualiser des choses pour qu'elle puisse s'amuser, pour qu'elle puisse être un peu débile, quoi. Quand je dis débile, c'est regardez, je vais mal l'expliquer, mais en gros, il y a un des royaumes qui est un peu le royaume débile où tu joues tout le temps, où tu fais un peu le fou, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'en fait, c'est vraiment quand on est dans ces âges-là qui seraient 4, 5, 6 ans, 7 ans, où tu as l'impression que tout est réel, tout ce que tu crées est réel, en fait. Et ça, je l'ai jamais perdu. Oui, je comprends tout à fait. Tu vois, donc ça a commencé là, en fait. Je pense que, en tout cas, c'est peut-être attrait que à moi, mais je pense que les créatifs, de manière générale, c'est des gens qui n'ont pas perdu ça, en fait. Oui, je pense que et qui malheureusement ont eu une tendance à arrêter de le faire devant les autres et l'ont fait dans leur coin et c'est devenu leur art. Comme ça que je l'expliquerai. Et donc moi, ce truc est jamais parti. C'est juste effectivement, il y a un champ lexical qui s'est installé avec l'âge, avec les expériences, avec le boulot, avec le craft, comme on dit en anglais, ça veut dire la technique que tu acquiers quand tu es dans ces métiers-là artistiques. Mais c'est venu très très tôt. Et je me demande même si ça n'a pas toujours été là, en fait. C'est juste que ton langage commence à le formaliser et ton imagination devient un peu plus formelle, si je peux dire. Oui, puis la formalisation, elle évolue aussi, par rapport aux prises de conscience qu'on a. Ouais. Et alors, du coup, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est qu'on ne fait pas forcément des études qui sont en rapport avec nos métiers. Clairement. Et alors, comment ça s'est passé pour toi, finalement? Parce que on conscientise souvent très tard le fait que ça puisse être aussi des activités économiques. Ouais. Et du coup, on le garde un petit peu comme un hobby, une passion à côté. Comment tu as commencé tes études? Est-ce que tu continues à côté à écrire, à dessiner? Et comment tu as évolué petit à petit vers la réalisation? Ouais, alors c'est très marrant. Moi, j'ai été un peu triphasé là-dessus. Ça veut dire que triphasé 3 phases. Hein. C'est une première phase où je me suis dit, bon, je vivrai de l'artistique, personne ne m'empêchera. Ça, tu le savais? Ah oui, je l'ai eu, ouais. Je l'ai eu. Ça, c'est déjà à part quand même. Ok. Ouais, je l'ai eu très tôt. Enfin, très tôt. Je l'ai eu à l'adolescence. Alors, avant l'adolescence, je voulais être soit mercenaire, soit maître de kung-fu. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais faire avant l'adolescence. C'est pas mal déjà. Il y avait 2 choses dedans, c'était voyager. Je pensais pas forcément à tuer des gens, moi c'était juste voyager, partir en aventure et remplir des contrats. Voilà, oui, c'est les aventures, quoi. Donc, un pirate moderne, quoi. Je voulais être un pirate, quoi, donc un mercenaire. Et après, je voulais être, donc comme j'ai dit, maître kung-fu parce que j'étais gavé de films de kung-fu tous les dimanches au Congo. Voilà. Donc la Shaw Brothers m'a un peu forgé là-dessus. Et ensuite, en devenant adolescent, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces histoires de vouloir créer des lores et mon imagination et tout ça, surtout en pleine crise d'adolescence, c'était le seul truc qui me maintenait en vie. Quand je dis maintenant en vie, c'était mon souffle de vie, quoi. Donc je me suis dit, hors de question que je me sépare de ça. Et dans mes études, à ce moment-là, je fais un bac ES, je sais pas si ça existe encore. Oui, donc c'est économique et social. Économique et social, je fais ça et je me dis, bon,
parce que j'avais des parents qui étaient pas trop chiants, qui m'ont vraiment pas embêté pour ce que je voulais faire après, mais qui m'ont dit, comme tous les parents un peu conscients, fais d'abord ton argent et tu fais ce que tu veux après. Oui. En tout cas, trouve ton boulot et fais ce que tu veux après. Et au final, je me suis dit, bon, écoute, je suis bon en économie. C'était quelque chose qui m'a toujours plu, en fait, l'économie, le business, etc. Ça me plaisait sans être une passion. Donc, je me suis dit, bon, je vais poursuivre là-dedans, vivra qui verra. Et si j'arrive à me trouver un boulot là-dedans, tant mieux. Et puis, je pourrais toujours dessiner à côté et faire mes univers. Du coup, ça me fait arriver en France à mes 18, 19 ans. Je fais des études, je fais un DUG éco et gestion, ça s'appelle encore un DUG, donc université. Ouais. Je fais 2 ans. Paradoxalement, je suis très très bien noté, je bosse super bien, mais j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas du tout. Ça me fait chier. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur ton podcast. Oui, bah ça va, chier, ça va. Ça me fait un peu chier. Et disons qu'on voit pas à quoi ça sert. Enfin, comment on peut en fait, quand j'ai compris, au quotidien pour avoir des métiers après intéressants. Ouais, le DUG était assez restreint à cette époque-là parce que tu sortais, soit tu bossais soit tu faisais Kant, c'est quantitatif en fait. C'est un boulot. C'est un boulot dans les banques, tu vois. Donc, soit j'allais là-dedans et j'étais super spécialisé en mathématiques, ce que je détestais à l'époque, soit je faisais prof d'économie. Donc, c'était mes 2 trucs, mes 2 issues. Je me suis dit hors de question. Donc, j'ai fui la fac et je suis allé m'inscrire en services et réseaux de communication, en IUT, parce que il proposait un panel de matières qui moi me parlait. Donc il y avait effectivement de l'économie, il y avait de la communication, mais il y avait aussi de la technique du réseau, enfin tout ce qui est très informatique. Il y avait de la programmation, il y avait de l'expression visuelle. Forcément, ce qui m'intéressait le plus. Et à ce moment-là, moi, ce que je voulais faire, c'était, je me suis dit bon, quitte à trouver un taf où je m'amuse, je vais aller trouver un taf dans le visuel. Pour l'instant, c'est pas encore de l'audiovisuel. Et comme j'étais plutôt porté vers le graphisme, etc., je me suis dit bon, je vais aller faire des études en infographie, parce que j'adorais dessiner, etc. Oui. Ouais. Et je commençais à faire des pochettes d'albums, etc. Ça, c'était tout ce qui avait musique de l'autre côté. J'y reviendrai. Et donc, je fais ces études-là. Et dans ces études-là, je me retrouve avec un cours de montage. Et là, premier choc, premier amour, le montage, que je connaissais pas du tout. J'ai un cours de montage et cette professeure qui nous donne un western de Howard Hawks, une séquence comme ça, et qui nous dit bon, vous le remontez à votre manière. Donc moi, forcément, taré que je suis, je le remonte complètement à l'envers. Donc je le fais à la Nolan, quoi. Et j'étalonne le truc. On nous a pas demandé de le faire, mais j'étalonne. C'est donc je me suis fait mon film. La prof voit ça, elle me met une note passable, un 13 ou 14, quoi, un truc comme ça. Et en fait, elle montrait nos travaux, ce que je ne savais pas, à un des autres profs qui était notre prof d'expression visuelle. Et donc lui, il m'attrape en dehors du cours et il me dit c'est toi qui as fait ce truc et tout. Je fais ouais. Il me fait t'as même étalonné. Je dis c'est quoi étalonner? Je savais pas ce que ça veut dire. Et il me dit toi tu vas être réalisateur. Je fais ouais, ok. Je m'en fous à ce moment-là. Ouais. C'est flou quoi. Ouais. Et en plus, ce mec ça a été mon premier mentor à la fin, mais ça a été un casse-couille de première dans son cours d'expression visuelle parce que c'était un mec qui nous a brisé, mais littéralement. Ça veut dire, moi, la première note que j'ai eue avec lui, c'était un 3 ou un 2, je crois. Et c'était quoi son cours? Parce que du coup, à quoi ça sert? Alors, cours d'expression visuelle, c'était en gros, le mec nous apprenait ce qu'il nous avait pas forcément bien expliqué au début. Il nous apprenait à nous exprimer, tout simplement. Ou il nous apprenait à analyser les images, à nous exprimer et basiquement, il a formé mon esprit critique, tout simplement. Donc à l'époque, on regardait encore, en tout cas moi, je regardais encore la télé. Après ce cours-là, j'ai plus jamais regardé la télé de ma vie. J'ai plus jamais allumé, à part pour jouer aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que du coup, il t'avait appris à voir au-delà de ce qu'on servait. Alors tu sais, à l'époque, ce qu'on nous servait, c'était à la télé, je parle. Hein, on était sur le loft encore, je crois, à cette époque-là, tu vois. Oui. Donc on a eu, il nous a fait 6 mois d'études comme ça sur la télé-réalité. C'était passionnant. Ah oui, d'accord, ok. Et c'était pas genre ne regardez pas la télé-réalité, c'est regardez-la, étudiez, voyez comment on vous manipule, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Machin. Donc en fait, on a passé 6 mois d'études comme ça. Ouais, c'était génial. Et moi, ça m'a formé mon esprit critique qui avait déjà été formé sur des films, etc. Mais là, j'ai pu mettre enfin des mots. C'est vraiment l'analyse poussée de l'image. Ouais, il a créé mon logos, quoi, ce mec-là, en fait. Donc ça a été ma première naissance en tant que cinéaste, sans le savoir à ce moment-là encore. Aux 2 ans, à l'issue des 2 ans de l'IT, on a tous un projet à faire, donc un projet tutoré. Bon, on t'en parle déjà en première année, en fait, en vrai. Et donc tu le fais sur les 2 ans. Et moi, je voulais absolument pas faire ce qu'ils faisaient tous. Ça veut dire, tu faisais des CD-ROM à l'époque, des sites internet, etc. Je voulais pas faire ça du tout. Et le seul truc qui m'avait plu, c'était ce truc de montage. Donc je me dis, bon, moi, j'aimerais bien faire du montage, en fait. Mais il y avait aucun projet tutoré qui peut se faire en montage parce que c'est pas notre formation. Et donc, à un moment, je me dis, bon, pour faire un montage, faut que je fasse un film. Oui, il faut la matière à monter. Donc, bref, je vais voir mon prof de cinéma. Je lui dis exactement ce que je te dis là. Je fais, écoute, je veux pas faire de CD-ROM, de machin, ça me fait chier, ça m'intéresse pas. Tu m'as dit que je pouvais être réalisateur. Ok, faisons un film.
Tu vois, je peux faire un court métrage, machin, parce Ouais. que j'ai juste envie de monter, en fait. Et j'ai juste envie d'étalonner les images. Donc moi, à l'époque, j'étais vraiment post-prod. Je m'en foutais Oui. d'écrire, de machin. Moi, c'était le processus de post-prod parce que ça résumait, en gros, tout ce que j'avais vécu sur le dessin, sur la musique, Oui. etc. Où en fait, tu peux mettre de la musique. Le Oui, dessin, tu peux c'est tu vois, faire réécrire du complètement. storyboard. Mmh. Voilà. Et à faire ton étalonnage, etc. C'est de la peinture, quelque part. Donc, il y avait tout ça que je retrouvais dans la post-prod. Donc, Oui. je passe mon deal avec lui. Il me dit, OK, on va faire un court-métrage. Je te donne une idée. T'écris le scénario, tu vas te démerder pour aller vendre ça à ton prof, parce qu'on avait un prof de projet tutoré qui validait les projets tutorés. Ah oui, il faut qu'il Donc, il accepte. fallait grave. Donc, ma technique, ça a été, OK, tu sais quoi, je vais faire un court-métrage, ce qui me permettra de faire moi ce que je veux. Et derrière, comme ils veulent de la technique multimédia, je vais en faire un DVD-ROM, mais un DVD, en fait. Oui, Tu vois, un DVD oui. avec le tutoring, etc. Ce qu'on appelait le tutoring à l'époque. Moi, tu couvres tout le spectre de la chaîne de valeur de ton Exact. DUT. Tu vois, donc en IUT. voulant IUT, être pardon. branleur et pas vouloir faire leur truc et faire que mon truc qui me passionnait moi, ça m'a amené à écrire ce cours, à le D'accord. faire moi-même, tout storyboardé. J'ai tout fait sur ce cours. On était 4, hein, mais les 3 autres voulaient pas vraiment bosser. Donc mon idée, c'était les mecs, vous restez à la maison, vous me laissez faire et je vous mettrai à tous les postes possibles. Et puis, mais laissez-moi faire mon truc. Donc j'ai négocié avec les 3 autres Oui. qui sont jamais venus. Bon, ça va. On a fait semblant de s'envoyer des emails, des machins, des trucs pour faire du compte rendu. Mais en gros, j'étais le seul à bosser dessus. J'ai écrit, et l'idée de mon prof à l'époque était écris-moi une histoire sur une fille qui est vierge de tout. Donc je te le dis comme il me l'a dit. Hein. Je me dis, ok, qu'est-ce que tu veux que je D'accord. foute de cette idée, moi? Et à l'époque, on était, bon, comme d'habitude, c'est un refrain qui revient en France. On était sur le voile à l'époque, donc sur l'intégrisme, etc. Je crois que c'était, je sais plus quel gouvernement à l'époque. Donc bref, il y avait encore ce truc qui revient comme Oui, d'habitude oui, sur enfin, ouais. musulman, le voile, machin, Mm, mm, voilà, éternel refrain. Et je me dis bon, on va surfer là-dessus. Donc je me dis, je vais faire une nana qui est enfermée chez elle, qui ne sort jamais, qui est conditionnée par ses parents, qui n'a jamais rien touché, littéralement. Ça veut dire elle a jamais rien touché. On fait tout pour elle. Donc forcément, si c'est de l'intégrisme et que c'est de l'intégrisme contre le féminin, c'est forcément sa mère qui s'en occupe. Donc sa mère s'occupe d'elle, etc. Et au dernier moment, je me dis, je vais pas tomber dans le cliché d'en faire une famille musulmane, je vais en faire une famille française, blanc, et qu'on ait l'impression que c'est un intégrisme qui est intégré dans la culture française. Donc je pars de ce truc-là, à fond dans mon machin, je vais vendre ça à mon prof réal, là, qui me dit c'est terrible, génial, machin, truc, il adore. Et je vais vendre ça à mon prof de projet tutoré en mode DVD, en mode bon, je vais faire un film et tout, mais ça, on s'en ouais. fout. Le DVD sera comme ci, comme ça, blablabla. Alors lui, il est tout content, il fait ah, Bah oui, c'est génial. cohérent, hein, ça reste Ouais. logique. Ouais. Exactement, donc il me valide mon projet et c'est parti de là. Donc mon premier court-métrage, Ok. c'était ça. C'est un court-métrage qui s'appelle Vierge. Une Mhm. nana qui est vierge de tout, en noir et blanc, muet. J'ai fait la musique, j'ai fait le montage, j'ai tout fait. Je balance ce truc, je fais le court-métrage. Je l'ai quasiment fini, mais pas encore, que mes profs me disent ouais, il y a un concours inter-IUT de France. On nous demande des projets et il y a des projets vidéo. Donc, est-ce que tu veux Ah, envoyer ton film? super. Et donc, moi, je suis pas très chaud à ce moment-là. C'est plutôt mon prof qui me dit non, Oui, eux, ils envoie-le, voient envoie-le, quelque envoie-le. chose dans ton Ouais. travail. En tout cas, lui, il voyait quelque chose parce qu'eux l'avaient pas vu. Lui avait vu un truc que moi, je voyais pas du tout. Je me disais, bon, je vais finir ce truc. Quand même permet de faire rayonner le projet et toi de te tester vraiment sur cette casquette-là. Exactement. Exactement. Et je Donc, du balance. coup, t'inscris au concours quand même. Ouais, ils m'inscrivent au dernier, mais comme d'habitude, hein, c'est des trucs qui sont au dernier moment. Je l'envoie à minuit au lieu de 23h. Les mecs le valident pas, après ils le valident. Enfin, comme Bah d'habitude, c'est oui, oui, oui. des histoires Oui, puis là, de c'est cohérent, cinéma. puisque comme c'était pas prévu de ta part, Ouais, enfin, et c'est à la dernière minute que puis, tu l'as su. Donc, ouais. Et si tu veux, moi, je me considérais pas comme réal, donc je ouais. commence à voir tous les trucs que les réals vivent au quotidien, qui sont la pression du temps, de machin, les festivals, les trucs. Je l'avais déjà sans m'en rendre compte que j'étais déjà dans ce boulot-là. Si tu veux. Donc ils envoient le cours, machin, complètement, parce qu'en en fin d'année, j'étais quasiment dernier de ma classe parce que je foutais rien à part mes films et machin. Et donc, coup de théâtre, on reçoit un email des UT de France là qui nous disent ouais, vous êtes sélectionné, machin, truc, parce que c'est une sélection, hein, pardon, j'ai mal exprimé au début. Donc, vous êtes sélectionné, vous êtes invité à Agno, etc. En Alsace. Je fais OK, bon. On va à Agno avec mon prof, donc premier festival de ma vie en tant que réal, machin truc. C'est Encore une fois, chouette. moi, un réal, je sais pas ce que Bah, c'est. oui, oui, c'est découverte totale, quoi. Et ouais, et j'arrive à Agno, pardon, c'est un peu long tout ça, mais ça va conditionner un peu tout Ah le non, c'est reste. très C'est bien. intéressant. J'arrive à Agno et donc je suis avec mon prof et un de mes meilleurs potes qui était devenu un peu le poulain de ce prof là aussi. Donc on était ces deux poulains, si tu veux. Les C'était chouchous, quoi. Les Sangoku et Krillin, chouchous. quoi. Ouais, Sangoku et Krillin et Tortue Géniale. Parce qu'il avait vraiment la tronche de Tortue Géniale en plus. Donc on arrive au concours là-bas. Ça ressemble vraiment à Dragon Ball, hein, quand j'y pense. Et on arrive au concours et là, tous les films qui sont projetés,
c'est des pseudo John Woo avec des flingues, des machins, tu sais, les trucs qu'on Ouais, fait je vois quand on très veut bien. être réal d'action, quoi. Et donc, Ouais. moi, je mate tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là avec mon film de meuf voilée en noir et blanc, muet? Ouais. Oh là là. Donc, j'avais la honte de ma life. Je me suis dit, mon Dieu, faut que je me barre d'ici. Je n'ai jamais eu. Et ça, c'est intéressant d'en parler parce que je n'assiste jamais à mes projets, aux premières. Je déteste ça Mm. à cause de ce jour-là. Parce que j'ai eu un mal de ventre comme j'ai jamais eu de ma vie. J'ai cru que j'allais crever, en fait. Et c'était Oh le là là. stress ça Eh m'a oui. jamais pris. Hein. J'ai fait de la Oui, tu musique dans ma savais vie, pas. j'ai fait des concerts, des trucs comme ça m'avait jamais pris. Et là, j'ai un mal de bite de ouf. J'ai envie de me barrer et tout. Mon prof qui me dit non, reste, on va jusqu'à la fin et tout du festival. Alors, le truc, ils ne projettent pas mon film. Ils l'ont Ah oublié. bon? Ah, Ouais, ils ont projeté tous les autres, ils ont oublié notre truc. J'ai fait bon, tant mieux, tu vois, moi je respire. Ils font la remise de prix. Donc là, ouais. tu as les prix à tous les autres films et tout machin. Donc on arrive à la fin de la remise de prix, je me dis bon allez, c'est bon, on peut se barrer. Moi, mon film n'est pas passé, je suis content et tout machin. Et là, coup de théâtre, encore une fois, les mecs à la fin ils font mince, on a oublié le Grand Prix vierge. Ah oui, tu vois, hein, c'est fou. Hein. Ok. Alors là, mon mal de ventre, je te raconte pas, il faut que je monte sur scène. J'ai une envie de me chier dessus. Des trucs horribles. Pardon pour les auditeurs, mais on est humain. Hein, donc à la fois la meilleure soirée de ma vie, la pire soirée de ma vie. Donc je vais Ouais, bah récupérer c'est ce un prix. peu violent, quoi. Enfin, Ouais, c'était violent. C'était tu violent. découvres en fait un peu le système des prix. En même temps, tu te sens pas encore légitime en tant que réal. Quand tu Ouais. vois les autres projections, tu dis mon film il est hors sujet. Et en plus, tu découvres que tu as un prix. Enfin, je comprends que ça fait Ouais, mais beaucoup de pression d'un coup ça m'a fait ça pour 3 fois dans ma life, commencer. hein. Voire même 4 fois avec les derniers là. Et donc ouais, Grand Prix du D'accord. truc, blabla, Grand Prix Super. de IT de France et tout. Et le truc marrant, donc on rentre en héros à IUT là-bas là, Bah parce que oui, ce qui c'est se passe c'est que chouette. quand t'es Grand Prix, l'année d'après c'est notre IUT qui organise le truc. Ah, ok. Donc l'IUT se retrouve, accroche-toi bien, l'IUT qui était un IUT service et réseau de com machin et qui n'avait pas vraiment de vidéo, se Hmm. retrouve à devoir Organisé. organiser un concours avec de la vidéo à cause d'un mec qui voulait faire un DVD sur de la vidéo. Bon, bref. Et donc, je rentre à l'IUT, on est accueilli un peu en héros, machin truc, là. Je passe mon projet tutoré, donc ok, Oral, quoi, de ouais, fin l'oral, de. exactement, l'oral, merci, c'est ce que je cherchais. Je fais mon oral et l'oral est coef 7, un truc comme ça, donc c'est un gros truc, hein. Hmm. Tu te loupes, Hmm. c'est chaud. Et j'ai un 19/20. Oh, Donc, je suis meilleur de ma promo bravo. avec un truc où je voulais juste être un branlo, c'est faire du montage. Je suis passé major de ma promo. Donc, de dernier, j'ai dû passer à un peu plus de la moitié de ma classe. Et donc, je Oui, suis mais il y passé avait en tout le licence et travail et pas en ils ont quand master. même vu tout le travail fait. Ouais, Même si toi, tu avais l'impression que tu voulais faire que ce court-métrage, il y avait quand même toute la chaîne de valeur qui était en accord avec l'IUT, qui a ouais. été faite derrière, Bah jusqu'au oui. DVD, au support technique, etc. Donc, c'était hyper cohérent. Bah Ouais. ouais. Ce qui était Donc, marrant, c'est que donc les c'était mecs quand étaient même avec moi. justifié. Écoute, pour eux, ouais, pas pour moi, mais c'est à ce moment, c'est un peu plus tard que j'ai compris que. Mais factuellement, c'est justifié. Si on regarde vraiment tout ce qui a Exactement. été fait, Ah ouais, ouais, ouais. c'est normal qu'ils On a mettent une fait note. à 3, on était 4, hein, à 4, on a fait plus que tous les autres projets tutorés. Ah oui, c'est pour Parce que ça. moi, je me rendais pas compte du taf que Et puis, c'était de vous faire un film. couvrez tout le spectre de la formation. Exactement, exactement. Parce qu'après, il y avait la com à faire, les posters, les machins, les trucs, enfin bon, bref. Ouais, Et on a passé super. jusqu'au bout du festival. Donc ça a commencé comme ça, voilà, c'est mon tout premier Ok. cours. Tu fais l'oral, tu le rends, t'as la meilleure note, etc. Qu'est-ce que tu Ouais. fais après? Parce que du coup, là, c'est quand même, c'est super. En même temps, j'imagine que c'est quand même très perturbant parce que finalement, ce qui t'a amené la réussite scolaire Mhm. à ce niveau-là, c'est ce projet de C'est ce court-métrage projet. qui n'est pas le cœur de sujet de l'IUT. Qu'est-ce que tu décides de faire après? Alors écoute, il y a un truc bizarre qui se passe à ce moment-là. Dans les IUT de France, il y avait un mec qui avait un de ses neveux ou je sais pas quoi là-dedans, donc à Agno, qui a vu le cours, qui me contacte pendant que je suis dans ces euros-là, enfin dans cette période-là, il me contacte. Il me dit écoute, je suis à Paris, est-ce que tu fais ton projet tutoré, etc. Je fais ouais, il me fait est-ce que je peux assister? Donc il vient assister au truc parce que c'était ouvert au public. Les parents venaient Trop voir leur bien. gamin. Ah, Donc, c'est je vais chouette. assister à ce truc-là. Moi, je connais pas ce mec-là. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai pas mes parents, moi, ils sont au Congo à ce moment-là. Donc, c'est le seul mec qui vient pour moi, tu sais, mais en fait, pour le film. Donc, D'accord. on se rend compte et ce mec, super gentil, machin, génial. Et il me dit, écoute, je ne suis personne dans le cinéma. Je suis pas un mec du cinéma, mais je suis écrivain. J'ai sorti un bouquin. Comment devenir, je sais plus comment ça s'appelait ce truc, comment redevenir le prince charmant ou un truc comme ça. C'était un peu clichouille, mais c'était tout mignon. D'accord. Et Bon. le bouquin était un petit bouquin comme ça et ça apprenait aux mecs à redevenir des princes charmants avec les nanas. Ok. Et il me dit, j'aimerais faire une. On était au début d'Internet, donc tu vois, il n'y avait pas encore de streaming, etc. Donc Oui. tout ce qu'on pouvait faire, c'était balancer des petites vidéos, des choses comme ça. Je crois que YouTube était même pas encore là. Et il me dit, écoute, je veux faire la promo de mon livre parce que je suis en auto-édition et je veux faire la promo de mon livre avec des petites vidéos. Et donc, est-ce que tu peux mettre en scène ces petites vidéos? Donc, ça a été mes premières pseudo-pubs, si tu veux. Ah, c'est Et marrant. donc, ce mec-là, pour la première fois de ma vie, je suis payé pour faire ce truc. Payé pour faire
Enfin, il me paye, il me donne un budget, si tu veux, pour faire ces trucs-là. Donc moi, je refais exactement ce que j'ai fait en IUT, ça veut dire je refais tout seul. Bah oui, c'est concret. Sur mon court-métrage, pardon, je l'ai pas dit, mais et je pense que c'est ce qui a fait la différence avec les autres cours aussi, au-delà du côté voile, du sujet qui est à la mode, etc., c'était que je ne voulais pas tomber dans le cliché du je fais un premier court-métrage et je le fais avec mes potes. Donc mes potes sont pas des comédiens, donc tu vois qu'ils essaient de jouer, etc. Non, j'étais vraiment allé prendre des vrais comédiens, etc. Oui, d'accord, ok. Et donc ce truc-là m'a permis, je m'en suis pas rendu compte encore à l'époque, mais j'étais déjà en train de produire. Oui, dans une démarche professionnelle en tout cas. Exactement. Donc là, sur ces vidéos que le mec me demande, bah, je produis et je réalise et j'écris avec lui, donc je lui repropose les scénars, machin. Donc j'étais déjà dans toutes les démarches qu'elle arrivait bien plus tard, sans le savoir. Et pour valider mon statut, parce que j'avais pas de statut à l'époque, je monte une association. Ah oui, c'est vrai. Et je monte une association de prod. Donc je fais son truc, l'argent reste dans la caisse parce que j'ai pas le droit d'y toucher. Et ça part de là, lentement. Donc je fais les vidéos de ce mec-là, il est super content. Bon, aujourd'hui je reverrai ces vidéos, je te dirais, mon Dieu. Mais lui, il était super content. Oui, mais c'était un test pour lui aussi. Il avait cette idée-là, il a vu ton travail, il s'est dit tiens, ça peut peut-être matcher. Bah, tu vois, c'est un mec qui suit toujours ce que je fais, qui jusqu'à aujourd'hui m'envoie des messages quand j'ai une sortie de film ou machin, et qui me dit ah c'est génial, t'y es et tout, blablabla. Donc c'est très marrant. Donc lui il m'a vraiment connu au début, et donc quand j'ai cette association là, en parallèle, moi je continue à faire de la musique, je composais de la musique, je rappais, je chantais, machin truc. Et j'ai un pote dans mon groupe là qui me dit écoute, c'était l'époque où les caméras semi-pro étaient en train d'arriver. Donc t'avais les PD 150 pour ceux qui connaissent. Et toutes les petites caméras qui étaient un peu à l'avènement des caméras numériques avant les caméras numériques. Donc nous, c'était les seules caméras qui nous permettaient de pas tourner en péloche parce que c'était trop cher encore à l'époque et d'avoir une qualité à peu près correcte si tu étalonnes à peu près bien. Donc j'ai mon pote qui arrive qui me dit ouais, est-ce que tu veux faire des clips? Je fais ouais. Et on était là, fin des années 90, donc c'était le summum des clips, c'était l'ère du clip. Hein. Donc les mecs mettaient des budgets de malades aux États-Unis en tout cas. En France aussi, mais pas à notre niveau. Oui, c'est à la fin, c'est au moment où il y a MTV qui cartonne, avec tout l'effet propaganda, etc. Et donc, du coup, il y a la France qui commence à prendre. Exactement. Bah, en France, c'est les débuts de Trace, c'est les débuts de. MCM. MCM, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait d'autres chaînes comme ça qui acceptaient. MCM, c'était quand même l'équivalent MTV à l'époque, et c'est eux qui ont lancé pas mal de choses aussi. Exactement. Bah, c'est avec MCM, moi, que j'ai commencé la musique, puisqu'on avait MCM au Congo, donc c'est eux qui m'ont nourri, tu vois, parce qu'il n'y avait pas encore Internet. À l'époque, c'était Winamp, hein, pour écouter des trucs. Et donc, tu avais déjà l'association quand tu as ton camarade qui t'a proposé de faire des clips. J'en parlais, voilà. Donc, comme j'avais déjà l'association et que je me suis dit, bah, il faut que je fasse tourner le truc, je l'ai, tu vois. Donc, on commence comme ça et je me dis, volontairement, je ne veux pas qu'on aille chercher des gros, même si on n'aurait pas pu au début de toute façon, mais notre ligne d'édito, c'était, on va chercher que des petits, des artistes indépendants. Parce que moi, ça me permet de travailler mon craft, en fait. Tu vois, personne d'être libre, de tester. D'être libre, ce que je pensais. Mais c'est la bonne logique. C'est-à-dire, en se disant, je vais aller chercher peut-être des moins puissants pour garder une liberté de proposition, quoi. Aujourd'hui, je te dirais pas ça. Mais en tout cas, à l'époque, j'y ai cru fort. Mais le seul truc, c'est que tu te retrouves avec... parce que les indépendants, la plupart du temps, surtout quand ils ont été indépendants longtemps, ils ont cette envie de plus l'être, pour ceux qui ne veulent plus l'être, et donc ils se calquent sur tout ce qu'ils voient des mecs connus en fait. Pour copier. Voilà, donc j'avais des mecs à qui je vendais des scénars de ouf et tout, qui au début me faisaient ouais c'est génial et tout, et puis une semaine avant le tournage, ils te font ouais non finalement t'as vu le clip de Snoop Dogg, je veux la même chose. Je vois tout à fait. Bref. Donc c'était des bagarres constantes avec mes amis artistes. Mais là en plus t'es déjà sur une problématique aussi que tu conscientisais peut-être pas, c'est-à-dire que tu avais déjà constamment une double casquette, puisque finalement, tu avais le discours de politique prod avec la gestion à la fois des commandes des clients d'un point de vue production pure et en même temps d'artiste avec le côté réalisateur, tu vois. Donc là, tu faisais les deux, mais parce que tu pensais que ça se faisait comme ça, donc mais... Je savais qu'il y avait des. C'est un peu comme c'est un peu comme les écoles de cinéma, si tu veux. Quand j'ai compris que je voulais faire de la réal pour de vrai, ça veut dire que je voulais vraiment me lancer là-dedans. J'ai eu un choix, c'est soit je sortais de l'IUT là et je rentrais en licence. Oui. Je continuais dans ces études de multimédia. Et en fait, je me suis dit, soit je continue exactement ce que je me suis dit, ça veut dire je finis mon truc donc là, je finis mes études et la porte de sortie, c'était chef de projet multimédia en gros. Donc je me disais, je finis ce truc là. Mais en parallèle, tu avais été contacté par l'auteur pour faire ses lunettes vidéo. Tu vois, donc j'étais déjà dans ces démarches-là de bosser dans ce que je ne savais pas encore être le milieu. Et je me suis dit, tu sais quoi,
je vais continuer mes études tranquilles et je vais faire ces À côté. idioties à côté. On verra où ça Ouais, mène. très Tu vois? bien, Parce que j'étais pas encore, très je vais bien. devenir réal, machin, blabla. Non, mais c'est bien, c'est plutôt ça comme pensée. Ouais, je m'amusais, je m'amusais. Je me suis dit, ça va m'amener quelque part de toute façon. Et dans ma tête, bon, je l'ai pas dit au début de notre interview, mais moi, mon rêve, c'était, après avoir voulu être mercenaire et kung fu man, là, Et pirate. et pirate, mon truc, c'était, je voulais faire de la BD. Je voulais Bah oui, dessiner, je voulais faire de la BD, en fait. Donc, j'avais toujours ce truc en tête du peut-être que ça me fournira assez d'argent pour ouvrir ma propre édition et mes propres maisons d'édition et faire mes propres BD, machin. Donc, j'avais toujours ce truc-là en tête, le dessin. Mais alors du coup, après l'IUT, parce que tu as dit que tu continuais tes études en parallèle des premières commandes que tu as eues grâce à cet auteur de Ouais. romans, tu as fait quoi comme études du coup après? Parce que Ouais, donc je continuais. Bah écoute, j'ai fait une licence, j'ai fait un master, donc je suis allé jusqu'au bout. Et quand dans j'arrive en master, dans je le décide même de faire mon master dans le cursus? même, ouais, donc dans le multimédia, Ah exactement. Donc oui, juste à d'accord, Marne-la-Vallée. ok. J'ai fait mon cursus là-bas, master. Et quand je rentre dans mon master, je décide de faire mon master en formation, bon, en tout cas, Oh, en alternance quoi. à mi-temps dans une boîte, en alternance, exactement. En apprentissage, plus exactement, comment ça Oui, s'appelait à oui, l'époque. oui. Et donc, je décide de le faire en apprentissage. Et la boîte qui me prend, c'est TF1 à l'époque. Très marrant, parce que D'accord. je n'ai jamais su comment ils ont eu mon CV. C'est eux qui m'ont contacté. Bah avec l'école, Et sans quand doute. j'arrive, ouais, peut-être, j'ai jamais su. Je n'ai jamais su. J'ai juste reçu un mail en disant, on a eu votre CV et on veut vous voir. Je fais, OK. Super. Et c'était pour être graphiste. Et je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour être graphiste, alors que je vais être chef de projet multimédia. Donc j'arrive, je vais là-bas, je fais mon entretien, et je tombe sur un mec adorable, geek comme moi, et je lui dis exactement ce qu'il veut entendre, parce que je sais ce qu'il veut entendre, parce qu'on est des geeks tous les deux. Et lui a bien compris qu'on parle la même langue. Et du coup, bah, il me prend, mais il me prend en graphiste, et moi je décide d'y aller parce que donc il me montre les bureaux, etc. Et je vois les mecs sur des PlayStation, ça dessine, ça rigole, de la musique, de machin. Je vais être là, j'en ai rien à faire, je veux travailler là avec ces mecs-là. Ça dessinait tout le temps. Et c'était le site Tefou à Ah oui, l'époque, pour d'accord. ceux qui ont connu, pour les gamins et tout. Et Tefou, moi, quand j'arrive, ils sont en train de basculer vers un Tefou qui est en HTML. Donc, quand je dis HTML, pour ceux qui connaissent, c'est une version fixe du site Ouais. et qui est en train de passer en version animée. À l'époque, c'était Flash. Donc, ils décident de refaire tout le site en Flash et moi, j'arrive à ce moment-là. Donc, qui dit Flash dit animation de partout, perso de partout. Donc, je me dis, je veux être là. Bah oui, ouais, ouais. Et en plus, Tefou, à ce moment-là, c'est toujours le cas d'ailleurs, bosse avec, parce qu'il y a la chaîne Tefou et Tefou Internet, le site. Et donc, on bosse aussi avec la chaîne. Et la chaîne bosse avec toutes les productions d'animation de France, etc. Donc, moi, je vais rencontrer aussi ces gens-là. Donc, je me dis, je veux être là-dedans. Donc, je décide d'aller bosser chez Tefou et ça a duré 8 ans de ma vie. Donc, ça a été Ah, mon quand premier boulot. même? Ah Ouais. oui. Donc, je suis passé de l'apprentissage à CDD, à CDI, machin Donc, et tu as tout ça. fait tout ton apprentissage, pardon, chez eux. Ouais. Et puis Ouais. après, c'est devenu un emploi, finalement, à C'est temps devenu mon plein. emploi, mon premier emploi, ouais. Ouais. Et à côté, tu avais toujours ton association, j'imagine. Exactement. Donc, je bossais chez TF1, TFou la semaine et les week-ends, je faisais des clips. Mais Et du coup, tu n'étais pas mens pas, graphiste chez eux, tu étais animateur. j'étais graphiste. En Ah, fait, qui disait graphiste, parce qu'il y a plusieurs types de graphistes. T'as infographiste oui, et oui, oui. graphiste. Quand tu D'accord, dis d'accord. infographiste, t'es spécialisé, en tout cas, t'étais spécialisé Internet, etc. Graphiste, c'était un peu plus général. Et nous, effectivement, c'était D'accord, beaucoup ok. plus général. Donc, t'avais la partie site Internet, mais t'avais aussi du print, PAO, machin, des bannières, enfin bon, bref, on couvrait tout, quoi. Et Hmm. c'est pourquoi aussi c'était compliqué de rentrer là-bas, c'est qu'à la fois ils demandaient à des mecs d'avoir un sens graphique sur des posters, des choses comme ça, mais aussi savoir dessiner et aussi savoir animer. Que moi j'avais bizarrement déjà travaillé de mon côté quand je voulais faire du jeu vidéo et que je bossais sur un programme qui s'appelle RPG Maker, pour ceux qui connaissent, je sais pas si ça Ouais. existe encore, mais et donc je bossais vachement sur RPG Maker à l'époque parce que je faisais des petits jeux et des jeux, et donc je redessinais tout sur RPG Maker. Donc Eh ça oui. m'a Ouais. tout ça là, ça m'a sauvé la life pour aller bosser chez TF1 au final plus tard. Donc, c'est très marrant. Super, incroyable. Et donc, je passe 6 ans là-bas et tous les week-ends, effectivement, je fais de la prod en boîte. Donc, je n'ai, et je mens pas, pendant 4-5 ans, j'ai rarement eu de vacances, en fait. Mais rarement eu de Bah oui. week-end, même. Hein. Je faisais que Tous ça. les moments libres en dehors de Ouais. TF1, c'était pour Tous la les week-ends, sauce, pour faire ouais, les je faisais. commandes. Donc, j'ai fait D'accord. j'en sais rien, moi, une Est-ce que quinzaine. tu as une idée un peu des... Voilà, j'allais te demander un peu des Ouais. datas de finalement en 5 ans, non, 6 ans. En 6 ans, du coup, il y Je a eu 2 pense ans qu'on en a d'alternance, 6 ans de fait. contrat. Ouais, c'est ça. Je pense que on a fait une vingtaine de clips parce qu'il y a eu des périodes de mou aussi. Moi, j'ai dû en réaliser une douzaine ou une quinzaine. Ensuite, on a eu des réalisateurs qu'on a ramenés et qu'on a soit qui étaient des gens qui avaient déjà tourné, soit qui n'avaient pas tourné. Et moi, ça me permettait de rencontrer d'autres réalisateurs, de m'exercer aussi sur ce côté prod. Et voilà, donc ça a été un peu mon école de la prod, mon école de la réal et mon école du scénario et aussi mon école de comment on parle à un client, comment on parle Oui. à quelqu'un à qui tu vas vendre. Et cette association, au début, tu l'as fait tout seul, et après, du coup, vous étiez plusieurs. Comment ça s'est passé Écoute,
On l'a monté l'équipe autour de cette assos? On l'a monté à deux avec ce mec qui était venu me chercher là enfin, je l'ai monté tout seul au début et ensuite on était deux avec ce mec qui est venu me ramener les clips. L'auteur? Non, celui de la Qui musique. est un rappeur, hein. Ouais, qui est un rappeur, D'accord, et qui ok. est devenu bah, ouais, je peux dire mon coprod quelque part, même s'il n'était pas forcément dans ce que j'appellerais aujourd'hui la prod, mais c'était mon co, et puis ensuite j'ai été rejoint par un autre mec, donc on a été un socle de 3 comme ça. Qui est D'accord. resté le socle parce que la sauce, elle a tourné pendant une dizaine d'années, je pense. Elle s'appelait comment, cette association? Digital Diesel, ça s'appelait. Digital Diesel. Je crois qu'on peut retrouver des trucs encore sur YouTube pour ceux qui cherchent. Je sais pas pourquoi j'avais appelé ça comme ça à l'époque. Bah, Bref. si t'es d'accord, on pourra partager quelques liens si t'en as. Ouais, vous pourrez. Alors, le dernier clip que j'ai fait pour Digital Diesel, c'est un clip de Mehdi et Youssoufa, de Medine et Ah, ok, Youssoufa. d'accord. C'est un clip qui avait fait du bruit à l'époque parce que Ah oui, il est très bien, je me rappelle, je est cherche le assez, titre aussi, mais on pourra mettre le lien. Je mettrai le ouais, lien en commentaire. ouais. Il est très long et il est un peu violent, mais la violence est là Pour le coup, c'est un court-métrage. Hein. Enfin, il est construit Ouais. comme un vrai court-métrage. Exactement. Ça a été très intéressant. C'est le dernier que j'ai. Non, c'est l'avant-dernier, parce qu'il y en a eu un qui s'appelle Phoenix après, pardon. Mais vous regarderez pour ceux qui sont intéressés. D'accord, ok. Je mettrai les liens dans la description de l'interview. Ouais, je voulais plus faire de clip à ce moment-là, et c'est la rencontre avec Medine qui m'a fait changer d'avis. Puis je me suis dit, bon, on va quand même faire un gros clip, histoire de finir en beauté, Ouais. Digital Diesel, parce qu'on avait fait que des indés. Et ce clip a bien marché, j'ai même eu un prix d'ailleurs, qui a été le premier prix pour un clip de rap en France. C'était très marrant. Ah bah super. Et ça a inauguré un truc qui me poursuit et que je poursuis moi-même aussi après, c'est j'essaye toujours de faire quelque chose qui n'a pas été fait, même si ça a déjà été fait, mais au moins de trouver le truc unique, tu sais, à chaque fois. Oui, d'accord. Et pendant ce duo, ce parallèle entre ton emploi à TF1 et la gestion de l'association et des commandes, à quel moment tu t'es dit c'est bon, je suis réal? Est-ce que c'est venu ou est-ce que c'est venu après ou... Bah écoute, très bonne question, très bonne transition, chère Virginie, parce que c'est pendant les 10 années là où je rencontre des réals et machin, des trucs que forcément tu commences à rentrer petit à petit dans un milieu. Oui, mais c'est surtout que ça te confronte à qui je suis finalement dans ce milieu. Ouais, Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était conscientisé que tu étais réalisateur? Ou est-ce que c'était encore un hobby? Enfin, tu vois? Parce Non, que je là, on pense sent que c'est l'approche plaisir, mais finalement, tu es déjà très professionnel dans ton approche, dans la gestion. Et il y a un moment, est-ce qu'à un moment dans ce duo TF1 graphiste et là où tu es en même temps auteur, réalisateur et producteur, tu t'es dit c'est bon, je suis réalisateur? Écoute, ma réponse va te paraître très bizarre, mais je ne me considère toujours pas comme un réalisateur. Non, mais c'est très bizarre. Très bien. Parce que quelque part, je pense que je suis resté sur ce truc dont je te parlais au tout début, qui est je suis l'ouvrier de mon imagination en fait. Ça veut dire que là où mon imagination va m'amener, c'est où j'irai. Donc si c'est un film, tant mieux. Si c'est un docu, tant mieux. Oui. Si c'est un clip, tant mieux. Si c'est un jeu vidéo, c'est encore mieux. Si c'est un dessin animé, c'est encore mieux. Tu vois. Donc toi, c'est raconter des histoires qui te portent. C'est quand je raconte des histoires. Bah, c'est le terme storyteller, tu vois, en anglais finalement. Et ça, c'est plutôt ça que j'ai conscientisé. Et par contre, ouais, la réal, je l'ai conscientisé très très tard. Ça a été après mon premier long en fait. Et donc, du coup, en reparlant de ces histoires de clips et tout, en plein milieu, je rencontre un mec qui s'appelle Christophe Sagna, comédien qui lui aussi a monté son association. Là, je te parle on doit être en 2008, quelque chose comme ça, 2008 ou 2007. Je le rencontre. Quand il me parle, en fait, j'ai l'impression de m'écouter moi dans ce que je veux faire. Il me dit j'ai une association, je montais des films, des machins, des trucs. Et moi, à ce moment-là, je voulais quitter les clips, j'en avais marre parce que j'ai fait mes armes sur ce que je voulais apprendre. C'était les caméras, enfin toute la technique et toute la partie prod aussi. En tout cas, je pensais être calé là-dessus. Et je me suis dit, je passe à autre chose. Là, maintenant, je veux vraiment raconter des histoires parce que j'en ai marre de bosser pour les autres et de pas arriver à faire mes concepts. Je rencontre ce mec et il me dit, moi, je veux faire du long, etc., etc. Et on finit par se mettre ensemble à écrire des cours. On a écrit un premier qui s'appelle 20, qui est sur le sujet, c'est un billet de 20 € qui fout la merde dans un groupe de potes et qui va amener le groupe de potes à s'entretuer. Il n'est jamais sorti, tout simplement parce que bêtement, j'ai perdu les rushs de ce truc. Ouais, mais c'était hyper pertinent, ça marchait. Donc, il y a eu ce projet de court-métrage. Ouais, et en fait, si tu veux, moi, ce qui marchait bien entre moi et Christophe, c'est qu'on avait l'ambition que je ne retrouvais chez personne d'autre. Ça veut dire tous les gens, même en clip, qui m'entouraient et tout, j'avais l'impression que j'étais toujours trop ambitieux et que j'avais personne autour de moi avec qui ça matchait. L'envie de progresser, de monter, quoi. Ouais, mais je rencontre Christophe qui me dit, écoute, moi, je peux avoir Pascal Légitimus, je peux avoir un tel parce que je suis allé leur parler, parce que bon, c'est un comédien de théâtre à la base. Donc, il connaissait ces gens-là, il voulait tourner avec ces gens-là et tu vois, quand je te disais tout à l'heure, quand je fais mon premier cours,
vierge et que je dis je ne veux pas tourner avec des comédiens amateurs, je tourne avec des vrais comédiens. Et en fait, cette démarche-là m'a toujours poursuivi. Ça veut dire que j'ai toujours voulu aller plus haut, tout le temps, Oui. tout le temps. Et quand je rencontre Christophe, je rencontre enfin quelqu'un qui me challenge. Et on se dit, donc on fait 20. 20 pour plusieurs raisons ne se monte pas comme j'aimerais qu'il se monte. Là, je parle vraiment de montage. Donc on se dit bon, on va le mettre de côté le temps qu'on arrive à trouver ce qu'il nous faut pour que ça soit bien et tout. Et on avait déjà un petit cast, hein. On avait Shaina Moses à l'époque qui était connue à l'époque. Et ensuite on en écrit un autre qui s'appelle État limite, qui était un truc sur la politique. C'était sur quelqu'un qui tue des candidats à la présidence. C'était à l'époque les élections je crois que ça devait être Sarkozy, je crois. C'était assez chaud dans les élections, donc nous on voulait faire un truc dans le feu de l'action des élections et faire ce court-métrage-là. On n'a pas réussi à le faire, mais il y avait Legitimus, il y avait plein de têtes comme ça déjà connues, tu vois. Et ils étaient tous chauds pour faire le truc. Et on allait lancer ce truc-là jusqu'à ce que Christophe me parle d'un autre projet et on part sur l'autre projet. D'accord. Qui s'appelait déjà à l'époque Concurrence loyale. Et Concurrence loyale, c'est 2 tireurs d'élite qui se bastonnent pour la même cible. Ça veut dire que tu as un mec qui est en position pour tuer un mec, pour tuer quelqu'un qui est en couple. Donc c'est une cible. Et donc il est au téléphone avec son commanditaire et d'un coup le commanditaire reçoit l'appel de quelqu'un d'autre qui lui dit bon, moi aussi je suis en place et je tue la personne pour moins cher. Il dit mais vous sortez d'où et tout. Et le cours commence comme ça. Donc moi il me présente ça, je chant, donc il écrit le truc, je remanie la fin et là on part sur ma première expérience de trouver un prod, monter un projet de court-métrage, machin, cinématographie. Au-delà de trouver un prod sur ce projet-là, il y avait des financements ou c'était que de l'autoproduction? C'était vos économies personnelles? Non, on mettait rien, on voulait vraiment le faire propre, tu vois. Le faire financer. Le faire financer, etc. Donc Christophe fait le boulot parce que lui, il bossait pas encore à ce moment-là. Lui, il vivait de ses tafs de comédien. Moi, je bossais chez TF1, donc lui avait un peu plus de temps. Donc c'est lui qui faisait les rencontres prod et tout. Et on a rencontré, on a bossé avec 2-3 prods qui nous ont baladés pendant 2 ans. Mais ça a été l'école, hein. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, je t'épargne les guignols sur lesquels on était tombés, mais c'était très instructif. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle, c'est très marrant avec Christophe. Et ça a été nos écoles. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit stop? Au moment où c'était too much, on s'est dit, bon, on fera jamais ces trucs-là avec ces mecs-là. Donc, moi, comme j'avais mon expérience des clips, on a eu 2 écoles, moi et Christophe. Christophe, il a eu son école il voulait faire le truc. Et moi, mon école, c'était, je fais plein de trucs pour arriver au truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on était 2 écoles différentes. Il aimait pas mon école, j'aimais pas la sienne, mais on se trouvait au milieu. Et à un moment, quand on arrive à cette décision du bon, qu'est-ce qu'on fait et tout, je lui fais, mais écoute, mec, moi j'ai produit une 20aine de clips, j'en ai ras le cul de produire des clips. Je sais produire, je sais qui aller voir pour la log de matos, de machin, de trucs. Je sais aller parler aux comédiens, blablabla. Toi, tu sais faire ci, ça. On le fait nous-mêmes. Et en fait, on est passé d'un budget, je crois que ça avait été budgété à 80 000 € à l'époque, ce court-métrage. On le tournait en 35, etc., machin, à 8 000 €. D'accord. On l'a fait à 8 000 €, ou si c'est pas 6 000 €, je sais plus, un truc comme ça. Donc, on le fait nous-mêmes, de notre poche. Et moi, de ma poche, je prends l'argent de l'association qui dormait parce que je pouvais pas le toucher. J'ai mis une partie de l'argent là-dedans. Lui a mis une partie. Et donc, on a monté ça nous-mêmes avec nos propres fonds. Ça a été mon premier cours où j'ai mis de l'argent dans les autres, hein. Et ça a été le premier truc où on a vraiment mis une somme d'argent, où je suis allé quémander du matériel, faire le prod, tu vois, donc vraiment compléter ce dont tu avais besoin. Exactement. Et on fait Concurrence loyale. D'accord. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 2000. Il sort en 2009. Ok, donc ça enchaîne. On avait Sagamore Stevenin, on avait Thierry Frémont, on avait Benoît Alman. Qui est la voix de Benoît Alman, qui est la voix de Morgan Freeman, et on a Estelle Vincent. Voilà, donc première expérience moi avec des vrais gros comédiens. Ah oui, c'est super. Et en plus, je te parle de ça, c'est un court-métrage avec des tireurs d'élite, donc de l'action, machin, donc vraiment le truc qu'il fallait pas faire quand t'es à mon niveau. Normalement, j'y vais. Oui, c'est ambitieux dans le sens où, mine de rien, ça demande une certaine technique de réalisation, de prépa, pour que ça se passe bien et que ce soit crédible à la sortie, quoi. Bah oui, t'as du feu, t'as des coups de feu, l'action, les artifices, tous les appartements, les trucs qui sautent dans les appartements, enfin, tout. Donc bref, je fais ce truc, je fais ce cours, j'en suis encore très content d'ailleurs de ce cours. Je fais ce cours. On pourra partager le lien? Ouais, écoute, moi je te partagerai un lien parce que je crois qu'il est que sur Vimeo et je crois qu'il est en lien privé. D'accord, tu me diras. Il est accessible, mais il est juste en lien privé sur Vimeo, donc je te donnerai le lien, tu pourras le partager avec les auditeurs. Super. Et ce court-métrage, encore une fois, comme mon CV à TF1, écoute, il termine aux États-Unis.
Donc, je reçois un mail pendant que je suis chez TF1 et à une époque où je commence à en avoir vraiment marre de mon boulot, je reçois un mail d'une nana productrice pour Lionsgate, donc qui est exécutive chez Lionsgate, qui m'envoie un mail qui me dit écoute, j'ai vu ton... À l'époque, je crois que c'était MySpace qu'on avait. Donc, c'est par là qu'elle me contacte puisqu'on n'avait pas encore de tout ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc, elle n'a pas mon email, moi, j'ai pas d'agent. Donc, elle me contacte via MySpace. Je te contacte via MySpace, c'est pas très pro, mais bon, bref, j'ai vu ton cours, j'ai rien compris, mais les images m'ont scotché et tout. Est-ce que tu peux me l'envoyer en sous-titré? Je lui dis, qui c'est celle-là? D'où elle sort? J'ai personne pour sous-titrer le film. Donc, encore une fois, à l'arrache, j'y vais. Je sous-titre le truc comme je peux. On n'avait pas les chats GPT, les machins. Hein, donc, faut y aller à la traduction et tout. Donc, je traduis, je sous-titre, je machin. J'en parle à Christophe. Il s'en fout. Il me dit, non, mais c'est une arnaque. Je fais, bon, ok. Ça se tente. Je balance le truc. Je l'oublie. Et là, véridique, hein, 2 semaines après, je reçois une pile de mails comme ça. Bon, tes auditeurs peuvent pas voir mon geste, mais une pile de mails, une quinzaine de mails, vingtaine de mails d'agents, managers aux États-Unis qui m'envoient ça, qui font on a vu ton cours, blablabla. Bla, bla. Donc elle l'avait envoyé en fait. D'accord, ok. On a vu ton cours. Elle avait relayé. Ouais, excusez-moi, j'ai oublié une étape. Forcément, elle m'a demandé, elle m'a dit est-ce que je peux l'envoyer et tout. Moi, pour moi, c'était. Ce qu'elle m'a raconté, je comprenais rien. Tu voyais pas l'impact que ça pouvait. Ouais, je dis, bah, écoute, oui, si tu veux l'envoyer. Pour moi, c'est comme si elle le montrait à des gens. Donc, je me dis, ouais, bah, montre-le à tes potes. Oui, puis ça circule, mieux c'est. Hein. Voilà. Et pendant ce temps, quand elle l'envoie, pardon, j'ai dit 2 semaines après, mais dans ces 2 semaines-là, moi, le film, Christophe est en train de faire son taf et on vend le film à Canal. Canal+. Donc, Canal+ l'achète 18 000 €. Super. Donc, on se fait de la thune. Ah bah on le vend à Orange, on le vend en Russie, en Belgique, je sais plus, on a dû le vendre dans une dizaine de pays. Super. Donc, on a rentabilisé le truc comme jamais. Et là, on a une masse de thunes, moi pour l'époque en tout cas. Et je dis à Christophe, bon, qu'est-ce qu'on fait? On refait un autre film ou il me dit, moi, j'ai jamais eu autant d'argent, j'ai envie de profiter de ma vie. Ça se tient aussi comme argument. Attends, c'est génial ce qu'il a fait parce que lui, donc du coup, il a pris cet argent, il est allé au Japon. Et aujourd'hui, il vit au Japon depuis une quinzaine d'années. Il est marié là-bas et il vit là-bas. Et en fait, la thune de ce court-métrage, parti avec, il s'est barré parce que c'est un mec comme moi, très geek Japon et tout. Destiné, et lui, quoi. Il s'est barré là-bas, ouais. Et donc le cours l'a fait voyager, il est parti là-bas et maintenant il habite là-bas. Donc il est devenu japonais. Mais pour de vrai, hein, il a ses papiers. C'est fou parce que finalement, l'investissement qu'il a mis sur ce film-là, ça a été son tremplin pour un vrai choix de vie. Exactement, parce qu'il avait le choix. Bon, j'en arrive là avec la nana donc, qui a envoyé, envoyé ça à plein de gens et tout. Donc je reçois, moi, les mails d'agents, de managers, je ne sais pas ce que sont des... Bon, je savais à peu près ce que c'était des agents, mais pas des managers et tout. Et donc, ils me disent, viens à Los Angeles, faut qu'on discute et tout. Donc, moi, je suis à TF1 à l'époque, je me dis, allez, j'en ai ras le cul de TF1, fuck, je pose mes vacances, donc je pars une semaine. J'étais jamais allé à Los Angeles, j'étais déjà aux États-Unis, mais pas là-bas, pas à la côte ouest. J'arrive là-bas, donc je connais rien à Los Angeles, donc moi, je me poste au centre-ville, là où c'était moins cher, et je n'avais rien compris, puisque centre-ville, il n'y a personne, tout le monde est côté Valley ou Santa Monica, etc. Ou Hollywood. Donc, je suis hyper décentralisé. Mais en fait, le choix que j'ai fait a été très malin parce que du coup, je ne peux pas me déplacer. Moi, je connais pas Los Angeles, j'ai pas de bagnole. Donc du coup, il y a que les motivés qui m'ont rejoint. Donc déjà, ça fait un premier filtre. Donc les mecs viennent me voir à l'hôtel et tout machin. Et là, c'était pas la même que les producteurs français ou que les agents français, etc. Puisque eux te vendent du rêve, les Américains, je parle. Donc ils me vendent du rêve, machin, un truc. Et donc moi, j'écoute la quinzaine de personnes et j'en arrive au point où il faut choisir un manager. Je ne sais pas, je connais rien moi. Comment on choisit? Bah oui. Voilà, donc moi, pour moi, c'est ils vont me rappeler. Et donc non, il y a des managers qui me rappellent, qui me disent bon, t'as choisi. Je fais choisi quoi? Bon, t'as rencontré des gens, maintenant il faut que tu choisisses. Ah, c'est moi qui choisis. Ah ok, vous. Et je dis pas vous parce que le mec m'appelle, c'est juste que c'était vraiment ceux que je voulais en plus qui m'ont appelé. D'accord, ah bah. Donc je dis vous. Il faut t'es sûr et tout. Je fais ouais vous, puisque en fait moi c'est vraiment vous que je voulais, mais je pensais que bon bref. Et donc ils me font ok passe à l'agence. Je passe à l'agence et là ils me sortent le champagne machin et tout. Moi à l'époque je regardais la série Entourage, donc donc je commençais un peu à connaître un peu le voilà. Et donc, ils me sortent le champagne, bravo, félicitations, bienvenue à l'agence et tout. Bref, et ils me disent, on t'a pris ton premier rendez-vous, c'est demain chez Plan B. Je connais pas Plan B. Je fais mes recherches sur IMDb pour la première fois. Ils me font, chope-toi ton IMDb Pro, machin. Je regarde Plan B, c'est la boîte de Brad Pitt. Donc, je vais là-bas. Première boîte de production que je rencontre de ma vie, Brad Pitt. Ok, cool. Donc, je suis dans les étoiles, moi, en fait. Je me dis, bon, je ne sais pas où je suis, je ne comprends rien, mais je vais voir jusqu'où ça va. Donc, je flotte, tu vois. Je me dis, oui, c'est normal. Je veux rien, je n'ai jamais voulu aller bosser aux États-Unis. C'était même pas mon rêve, moi, à la base. Hein. Moi, puis là, tu n'as pas les codes, donc tu es forcément dans la découverte. J'ai aucun code, ouais. Donc, j'arrive là-bas, chez Plan B. Je me dis bêtement, je vais rencontrer Brad Pitt. Donc, moi, je m'apprête, je fais, bon, allez, ça va être mon premier rendez-vous avec Brad Pitt et tout, machin. Non, je rencontre son producteur. Je suis un peu déçu. Bon, on avait été un peu malin quand on a fait le court-métrage de Concurrence, on avait écrit le long à côté. Parce qu'on savait qu'on s'est dit, si jamais ça tombe, on a le truc qui est prêt. Faut enchaîner. Le mec me dit, écoute, j'ai vu le cours, moi, je veux faire le long.
Donc comment ça se passe? Est-ce que tu veux qu'on réécrive? Est-ce que machin? Je lui fais, écoute, ça tombe bien, on a un scénar. Bon. Je lui balance le scénar, ils adorent le scénar, qui est encore un bon scénar d'ailleurs, encore aujourd'hui, je trouve qu'on avait vraiment fait un bon boulot. Sauf que tout se passe dans une famille française, enfin tout se passe avec des racines de famille française en France. Je dis racines parce que c'est une histoire de famille dans le monde de l'assassinat international, etc. Et il me dit, écoute, on peut pas faire ça en France, on financera pas comme ça, donc il faut qu'on refasse une base aux États-Unis, est-ce que tu penses qu'on peut réécrire? Donc on discute, ce qui devait être une discussion d'1 heure devient une espèce de discussion de 3-4 heures, qui est une pré-discussion de aller sur un autre scénar et tout, donc moi c'est... Encore une fois, tout est nouveau pour moi. Et là, il me dit, c'est quoi tes influences pour le film et tout? Je lui fais, écoute, moi, je suis très Coppola. Enfin, je vois un film vraiment très Coppola, très... Alors, je suis désolé pour tes auditeurs, j'ai oublié le nom du réalisateur. Mais je vais donner le nom du film. La nuit nous appartient. Donc, We Own the Night. Donc, je parle de ce réalisateur-là. Je lui dis, je suis très ce réalisateur-là et dans ces vibes-là. Et il me dit, OK, bouge pas, je reviens. Il se lève, OK. Moi, je suis dans son bureau, j'attends. Et il revient avec le réal du film dont je parle. Et réal connu, hein, je suis désolé, j'oublie là, j'ai un trou. Mais j'adore ce réal en plus. Et là, le mec est devant moi, comme ça. Je fais, non, mais c'est une blague. C'est pas James Gray? James Gray. C'est James Gray. Et James Gray devant moi, il me fait, c'est toi qui as fait le court-métrage avec les tireurs d'élite et tout, terrible, machin. Ouais, et là, là, je flotte. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, je m'assieds avec le mec. On a une discussion de 30 minutes. Moi, j'arrête pas de lui parler de ses films et lui me parle de mes lunettes. Bon, bref. Super. Le mec génial, super cool. Et en fait, à l'époque, bon, pour ceux qui connaissent, il était en train d'écrire The Lost City of Z, et c'était Brad Pitt qui devait jouer le rôle principal. Et finalement, il allait faire World War Z après, et il n'a pas pu faire ce film, voilà, pour la petite histoire. Donc, je me retrouve dans les mêmes locaux que James Gray, que plein d'autres réals qui étaient là en train de bosser pour Plan B. Et je fais mon premier baptême du feu de OK, c'est ça le milieu, en fait. C'est ça Hollywood, c'est ça un les réals qui bossent pour une production, etc. Et en même temps, il y a plein de zones floues, tu vois, parce que finalement, pour l'instant, tu fais que parler, mais concrètement, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je me rends bien compte qu'il y a un mec qui me dit, d'accord, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de... Donc, je ne connaissais pas, moi, encore. Donc, il me dit, lançons un scénar, on va... Donc, moi, dans ma tête, c'est ça, je fais un autre long, je fais mon premier long et tout, tu parles. C'est beaucoup de paillettes dans les yeux, quoi, pour l'instant, quand même. En fait, le mec dont je te parle, qui s'appelle Jeremy Kleiner, j'ai jamais oublié son nom, c'est le plus grand producteur avec qui j'ai été amené à parler. Ça a été la première personne que j'ai rencontrée, parce que ce mec-là, figure-toi qu'après, il a gagné 3 Oscars sur 3 années consécutives. Il a fait Moonlight, il a fait 12 Years a Slave et un autre film après. Donc, je m'étais pas trompé quand je l'ai rencontré en me disant, lui, c'est un ouf. C'était vraiment un ouf. Vraiment un putain de producteur. Aujourd'hui, je suis en rapport avec ce mec-là. Génial. Bon, à l'époque, le long, c'est pas fait forcément, blablabla. Je rentre en France, donc je te la refais courte. Là, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Je rentre en France. Il me rappelle aux États-Unis pour me dire, bon, maintenant, il faut que tu chopes un manager. Je reviens aux États-Unis. Je chope un agent, excuse-moi. Donc, je chope un agent. À l'époque, c'était CIA. Moi, je connais pas CIA, donc je rencontre toutes les 5 agences. Je me dis, je vais prendre ceux qui ont les meilleurs costards. C'est CIA. Bêtement, parce que je fais un critère comme un autre. Ils me racontent tous les mêmes conneries, donc je me dis bon. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué quand on ne sait pas de voir derrière les masques. Hein. Je les vois tous en costard, ils ont tous le même discours. Je me dis c'est quoi, je vais prendre ceux qui sont les plus classes. Et là où c'était le plus grand, c'était CIA. Je me dis bon. Oui. Et je vais voir sur IMDb vraiment après les avoir pris. Hein, et je me rends compte qu'en fait j'ai l'agent à l'époque de Spielberg, j'ai l'agent de trucs, de Rodriguez, de machin. Donc je me retrouve avec des agents, voilà, des gros agents. Qui vérifient fort, mais concrètement ça t'apporte quoi? C'est la question que je leur pose, moi. C'est ça qui était marrant. Parce que quand ils me disent, bon, alors, t'as choisi, je leur dis, si je choisis vous, qu'est-ce qui fait qu'en fait, le petit poisson comme moi, il va réussir à nager dans la grande marge que vous avez là? Je vois pas pourquoi vous prenez, en fait. Ça. Et là, ils m'expliquent par A plus B, hyper sincèrement, qu'ils me font, nous, on préfère t'avoir avant que quelqu'un d'autre te prenne, parce qu'on a vu ton cours, on sait que tu vas aller quelque part. Donc on parie sur un talent, mais on ne sait pas comment le transformer en réussite. Pari, et en plus, parce que moi, tu te doutes bien qu'à l'époque, je ne sais pas ce qu'est un agent, donc je leur demande qu'est-ce que vous allez me faire signer, c'est quoi, je suis exclusivité chez vous pendant tant d'années et tout. Ils me font, tu signes rien, nous on bosse pour toi, et quand tu auras un boulot, on prend 10%. Je fais, mais c'est génial tout ça. Et donc je rentre en France et je suis à une période chez TF1 où ça se passe pas très bien, on a changé de chef, je m'entends pas du tout avec la personne avec qui on bosse, et comme par hasard, mon chef se barre, mon supérieur à moi se barre. Et je me retrouve avec un choix qui est, je prends la place de mon chef et je deviens non plus chef de projet, mais DA, ou je me barre aux États-Unis. Donc, pour aller poursuivre mon rêve de réal. Pour tenter ma chance, quoi. Oui. Tu sais quoi? Je me dis, tu sais quoi? Non, les États-Unis vont attendre. Je vais faire 1 an de DA, le temps de faire mes économies, et après, je me barrerai. Parce que de toute façon, en 1 an... non, parce que j'avais senti le truc aux États-unis, je me suis dit... C'était pas assez clair. C'est trop rapide, c'est bizarre. C'était pas assez cadré, il n'y avait pas de plan, quoi, finalement. Hein. Et ils commençaient à envoyer des scénars à ce moment-là. Et le piège, quand on t'envoie des scénars au début,
c'est qu'il t'envoie d'abord les scénars de merde. Et moi, tu sais, je lis le truc, je me dis, mon Dieu, c'est nul, mais en même temps, je peux pas dire non, machin, blablabla, le grand classique. Et je prends mes burnes à deux mains et je dis non. Donc, j'appelle mon agent, je lui fais, écoute, c'est nul. Moi, j'ai pas envie d'aller faire ce truc-là et tout machin. Il me fait, ah, c'est ce que je voulais entendre. Très bien. Ok. Et en fait, Ouais. c'était un test. Et donc, je fais au lieu de faire un an chez TF1, je fais 6 mois, parce que j'en ai vraiment marre, et je me barre, je démissionne, et je pars aux États-Unis. Je laisse tout tomber en France, machin, et je pars aux Tu États-Unis. tentes ta chance. Tu pars avec un délai, quoi. C'est-à-dire, je te tente 1 an aux États-Unis, 6 mois aux États-Unis. Tu pars Mon délai, c'était 3 mois, parce que tu sais, tu as le visa de 3 3 mois. mois. Donc, Bah je oui, me dis, oui, bon, puis je vais ça faire coûte mes 3 mois, aussi. on verra après. Exactement. Et je suis parti avec de grosses économies que j'avais fait chez TF1 à l'époque. Donc, Donc je 3 pars mois. 3 mois, et au final, je pars 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Le temps de D'accord, quand même. bousiller Hein. toute ma thune, là. Et je Ouais. reviens au bout de ces 2-3 ans. Je t'épargne tous les projets qui se sont cassés la gueule, toutes les rencontres que j'ai Mais faites. pendant ces 2 ans et demi, 3 ans, est-ce qu'il y a eu des choses de réalisées? Non, il y a eu beaucoup de projets en prépa qui sont arrêtés. Ah, d'accord, ok. Et donc, moi, si tu veux, ces 2-3 ans, ça m'a pris du Ça t'a temps avant. permis de comprendre le marché côté américain. Ouais. Ça a été mon école, en fait. J'ai appris comment défendre des projets, j'ai appris comment pitcher des projets, j'ai appris. Et finalement, rien n'a appris là-bas. Non, rien appris. Mais là, pour le coup, ça a toujours été coup de bol pour les projets et des coups de merde quand ça s'est cassé la gueule, quoi. Donc, j'en ai eu D'accord. 3-4 comme ça. Pour ceux qui me suivent ou ceux qui sont intéressés, ils peuvent regarder. Si vous regardez Jean-Luc Herbulot 2013-2014, vous trouverez des trucs sur YouTube où il y a des projets qui arrivent comme ça, qui tombent, qui arrivent, qui tombent. Donc, le plus gros que j'ai eu à un moment, c'était juste après le film de Fincher sur le couple dysfonctionnel. Pardon, j'ai un trou. Gone Girl, là, c'est pas ça? Gone Girl. Donc, c'est juste après Gone Girl. J'avais casté la Bah, fille. Rosamund Rosamund. Pike. J'avais Rosamund et j'avais un assez gros casse, ça c'était en 2014. C'est le plus gros truc que j'ai eu à ce moment-là. Ça se casse la gueule. Et là, j'avance un peu parce que ça se passe après mon premier long métrage. Donc je reviens. Je vais refaire Donc, un tu fais métrage. les espèces de 1 an et demi, 2 ans là-bas, Ouais, je fais les 2 ans. et Je tu reviens reviens la en queue entre les France. jambes. Je reviens en France. Je me dis, bon, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Ils m'ont déplumé. Faut que je J'ai fasse quelque commencé le chose. milieu, mais j'en Ouais. ai marre. Allez tous vous faire voir. Je vais faire mon truc à moi. Et Et là, tu là, fais un long. je fais dealer. Ah, d'accord. Dealer, c'est le comédien principal. Bon, moi, dans mon petit milieu, là, forcément, j'étais l'un des premiers qui est parti aux États-Unis, donc je faisais un peu briller. Ou Oui, en c'est tout cas, impressionnant quand même. Bah donc, il y oui. avait plein de gens qui avaient les yeux qui brillaient, qui me disaient, ah, il va faire un truc et tout. Tu sais, là, c'est le moment bizarre dans ta vie où tu ne savais pas que tu voulais faire un truc. Et là, non seulement tu as la confirmation que tu peux le faire bien parce que ça suscite de l'intérêt, mais en plus, tu commences à avoir l'admiration. Tu sais, des gens autour et tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, là, ça devient un moment bizarre en fait où tu sais pas si t'es bon, tu sais pas si c'est de l'ego, tu sais qu'il faut faire gaffe à pas tomber dans le piège de l'ego. Donc j'étais dans ce melting pot là un peu bizarre, mais en même temps je me suis dit profite tant que ça dure parce que tu sais pas quand pendant Ah oui, combien de c'est temps une ça va durer. expérience à vivre quand même. Hein. Ouais, et donc du coup Tu reviens en France et dans là les tu te groupes, dis, puisque ouais, vous me quand j'étais donnez en rien France, qui me plaît, je vais faire mon faire mon truc. truc moi-même, ouais, un peu dans la tradition de ce que je faisais avant. De toute Et ce façon. film-là, comment il vient à toi? Parce que finalement, c'est 100% ta création ou c'est quelque chose qu'on te propose finalement, dis-le? Écoute, très bonne question. Je pars en vacances avec un comédien qui est dans le cercle de gens que je fréquente à ce moment-là, qui lui est pareil un peu admiratif de mon taf. Moi, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Et là, il m'avoue, il me dit, écoute, j'ai été dealer dans une autre vie. J'ai un paquet de pognon quelque part. Je veux faire un film. Et je lui dis, écoute, je reviens de 2 ans des États-Unis. On m'a cassé les couilles. J'ai plus de pognon. Je veux faire un film. Et là, on se tape dans les mains. On se dit, vas-y, faisons un film. Et là, il me raconte, et j'avais pas encore de sujet. Non, j'avais un sujet à l'époque Bah, qui c'était était. ça. C'était le. C'était pas encore ce qu'allait devenir dealer, mais c'était presque Ah, ça. Je voulais faire un film sur. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'urgence dans les films, par les personnages qui sont dans l'urgence. Et donc, je voulais faire un film sur un mec qui doit de l'argent et qui passe 24 heures à chercher cet argent et qui est poursuivi tout du long pendant 24 heures dans Paris. J'avais ce canevas-là, si tu veux, quelque part. Et donc, Dan Brunchinson, qui est le comédien dont je parlais tout à l'heure, Dan Brunchinson, lui, me raconte sa vie de dealer, de machin. Et plus il m'en parle, plus je me dis, mais en fait, c'est mon gars. ça peut Ouais. matcher Et en avec même ton temps, je ne envie. voulais pas faire un biopic non plus. Donc Ah bon? je récupère des trucs de sa life tout en lui disant, écoute, on peut faire un truc sur ta vie. Moi, je l'appellerais Dan parce que j'adorais ce truc qu'avait fait Kassovitz dans La Haine où ils ont leur prénom. Et Oui. donc, on les identifie à leur prénom. Donc, je conserve ce truc-là. Mon modèle, c'était Pusher à l'époque, donc les Pusher Oui. de Nicolas Winding Refn. Moins sur les scénarios et plus sur la manière de produire. Parce que Oui. j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est un remake de Pusher et tout. J'ai fait pas vraiment, mais si vous voulez, ouais.
mais moi, c'était pas ce que je voulais faire en tout cas, mais ça ressemble effectivement de toute façon, tous les films avec un deal foireux, c'est toujours un peu le même truc. C'est ton dealer a fait le deal foireux qui fait qu'il est poursuivi pendant tout le film, et comment il va rembourser, quoi, en gros. Oui. Et je m'intéressais vachement à comment Nicolas Winding Refn avait réussi à produire son truc sans argent. Donc j'étais fasciné donc j'ai squatté ses making-of, j'étais fasciné par comment il a fait, et j'ai reproduit ça sur Dealer, avec une dealer de prod qu'on a pris, qui était une nana, qui était une vraie dealer de prod, parce qu'il n'y avait aucun c'est bien déjà. Donc Dan a produit, moi j'ai réalisé, mais je lui ai apporté aussi mon expérience de producteur avec tous les trucs. Oui, de débrouillardise, quoi, de comment on fait avec ce qu'on a finalement. Et mon gros sacrifice sur Dealer, que j'ai accepté de faire, c'était je n'aurai jamais l'argent, ça ne sera jamais mon style de mise en scène. Parce que mon style de mise en scène n'est pas du tout Dealer, en fait. Et je me dis, je vais faire avec ce que j'ai, ça veut dire, comme on n'a pas d'argent, il n'y aura pas de machinerie, on va tourner principalement de jour, on va principalement tourner avec des comédiens qui sont pas forcément connus, mais qui sont des gens que nous on a dans notre sérail, et qui au moins ne seront pas payés comme des gens connus. Oui, qui sont accessibles. Ouais. À l'époque, quand on fait dealer, il n'y a pas encore la convention. Tu sais, la convention du CNC qui est sortie. Donc, on peut se permettre encore de faire des... Ah bon? C'était quand? En 2014, 2013? La convention est sortie en 2013, je crois. Et nous, on était en train de tourner en 2012 ou 2011. D'accord. Donc, on est passé pile avant la convention, la célèbre convention qui est passée. Donc, on a réussi à avoir l'agrément pour dealer, parce que le film avait été fait à la fois dans les règles et pas dans les nouvelles règles. Donc, on réussit à avoir l'agrément quand même, l'agrément pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça nous permet de sortir au cinéma, en tout cas de vendre le film, etc. Mais vous l'avez produit via quelle structure? C'était pas ton association? Via la structure de Dan. Oui, donc il avait une société privée, il fallait que ce soit... il a monté la structure pour le film. D'accord, ok, d'accord. Il y a eu un moment l'idée de s'associer avec moi, et puis finalement je l'ai pas fait. J'en suis très content aujourd'hui, parce qu'il a pris tous les risques et tout ce qu'il y avait avec. Hein. Oui, puis à un moment on peut pas être partout. Enfin, c'est-à-dire que on peut pas. Ouais. Et c'est pour ça que je dis heureusement, parce que je comprenais pas encore à l'époque. Donc ça, j'ai compris ensuite après. Parce que là, on parle d'un. Ok, donc lui, il a sa structure privée qui lui permet finalement de faire les demandes d'aide et d'agrément au CNC, et donc d'avoir l'identité de long métrage. Là, vous visez le cinéma direct, c'est le long métrage cinéma, avec le numéro de visa et tout. Exactement. Et donc on fait dealer. Moi, toujours dans ma tête, dealer, je le fais pour faire un brouillon pour les États-Unis, pour leur dire je sais faire un long, donc je peux faire. Je pensais même pas qu'il sortirait. Moi, dans ma tête, je fais ce film, je le fais. Hein. Encore une fois, comme je t'ai dit, je fais dealer sans ma mise en scène. C'est juste, j'ai un long. Et le tournage passe super bien, on s'amuse, on se marre, c'est génial, machin, blablabla. Le film, on met 1 an et demi à monter le film, c'est hyper dur à monter. Parce que vous faisiez avec vos moyens, donc j'imagine que tout était morcelé, quoi. C'est quand on pouvait, on faisait cette partie-là, puis celle-ci, etc. Ouais. Enfin, j'imagine, quand on est en autoproduction, c'est compliqué. Exactement. On faisait partie d'une espèce de nouvelle vague de cinéma indépendant à ce moment-là, dans les 2011-2012, qui venait du cinéma numérique, là dont je te parlais, tu vois, des caméras numériques. On a été un peu la première vague de ça, ou en tout cas la vague visible de ça, si tu veux, pardon. Donc 1 an et demi de post-production. Ouais. Et après, du coup, la vie de ce film, elle était déjà prévue. Est-ce qu'il y avait déjà de la distribution prévue? Non, on était complet dans le noir, et là, il se passe un truc très intéressant. Moi, avec mes trucs des États-Unis et tout, etc., j'avais quand même des petits projets en parallèle qui se montaient en France. Tu vois, je rencontrais des gens, je rencontre Besson à ce moment-là. Je passe du temps avec Luc Besson qui me propose des films, des projets. Donc là, je continue à flotter, moi, tu vois. Je me dis, waouh, super. Bah oui, c'est normal. Et en même temps, quand Besson me propose des trucs, moi, j'ai les États-Unis qui en même temps proposent des trucs, tu vois. Et il me dit, et tu ne feras jamais de film là-bas, fais mes films. Et je lui dis, toi, tu as eu ton expérience, moi, j'aurai mon expérience. Donc, bref, j'étais un peu têtu. Et il voit les images de dealer à ce moment-là, et c'est lui qui veut le distribuer. Sauf que bon, je vais pas rentrer dans les trucs un peu trop précis et tout, mais ça se passe pas super bien avec sa rencontre avec Dan et machin, et qui fait que finalement, ça sera pas distribué par lui. L'accord se fait pas, d'accord. Ouais. Et je rencontre un mec qui était un exécutif junior d'une productrice avec qui je bossais chez Buff à l'époque, parce que Buff, donc société de post-production effets spéciaux, mais qui ont aussi une société de prod. Je bossais avec la société de prod sur un projet, et je rencontre Alexis Perrin, qui était PA, pas PA, il va m'en vouloir si je dis ça, mais en tout cas qui était assistant de cette productrice. On se rencontre, on sympathise, on va à Cannes ensemble, machin, et je revois, donc ça c'était un peu avant, et je revois Alexis qui me dit « Écoute, est-ce que je peux regarder le film ?» Il me dit pas pourquoi tout de suite. Donc, je lui envoie le lien et tout. Il me dit, écoute, je trouve le film charmé, machin. Est-ce que je peux vous rejoindre pour distribuer le film? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il fait, ouais, j'ai envie de devenir producteur. Ça serait mon premier film, machin, blablabla. Et tout. Je lui dis, bon, ok. Parce que lui a tous les circuits que nous, on n'a pas, tu vois, de distrib. Il connaît tous ces gens-là, puisque via. Mais il voulait le distribuer comment, du coup? En salle ou en télé?
Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on reçoit, lui, avec tous ses contacts de distributeurs et tout, envoie le film à gauche, à droite, et un des distributeurs l'envoie à Netflix. Et donc, on a d'accord. 2 sons de cloche qui arrivent à ce moment-là, en même temps, qui est, Ah, soit on le sort en salle, mais on soit aura Netflix. Ouais, 6 ouais. salles, 8 salles, donc basiquement sortie technique, hein. Ouais, genre 20 Soit- copies et puis basta, quoi. Ouais. Sauf que moi, comme j'avais vécu, parce que Netflix, ça venait d'arriver en France, personne ne Oui, connaissait, ou en c'était tout tout cas, voilà. nouveau. Ouais. Là, on parle de 2013-2012. Hein. Et moi, j'avais vécu aux États-Unis, je savais ce qu'était Netflix, je savais ce que ça allait devenir. J'ai convaincu Dan jusqu'au dernier moment, j'ai fait foutons-le chez Netflix, on sera les premiers. Et quel que soit ce qui arrive, on sera toujours les premiers à avoir mis notre film chez Netflix. Et c'est ce C'est qui vrai. s'est passé. Ils l'ont acheté et on a été le premier film indépendant acheté par Netflix D'accord, je à ce comprends. moment-là. Et on ne peut pas communiquer, en tout cas, ils ne veulent pas communiquer sur le film parce ils nous le disent hein, clairement, ils ont Narcos qui sort à ce moment-là. Ah, d'accord. Narcos, je Ah crois ouais, que c'est 2013. Donc, énorme. on s'est fait bouffer par Narcos. Bon, pas qu'on a la qualité de Narcos de toute façon, mais C'est bref. normal, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Donc, bon, nous, on savait pas le phénomène qu'allait devenir Narcos à ce moment-là. Donc, on est en mode, ouais, Narcos, on s'en fout de Narcos, ça me foutait notre film. Bon, bref. Donc, on se retrouve chez Netflix pendant 4 ans, parce qu'à l'époque, ou 3 ans, je sais plus, parce qu'à l'époque, c'était des Ah, contrats c'est de 3 bien. 4 ans. Bah, 3 ou 4 ans, c'est déjà bien, déjà. Ouais. Et donc, moi, ça me permet, à ce moment-là, donc maintenant, le film est chez Netflix, tout le monde se dit, mais c'est quoi ce film français chez Netflix, et qui ce mec et tout machin. Et donc, je suis recontacté par TF1. D'accord. Et là, pour aller faire une série de Mais en télé tant chez que TF1. réal. Oui, Exactement. en Et tant que donc là, réal. qui est une série Ah, qui c'est s'appelle. sympa. Bah ouais, c'est marrant. Donc là, je reviens dans les bureaux de TF1, je vais revoir mes potes en leur disant Hé les gars Non, Il y a mais c'est Villiers qui chouette revient. quand Mais même. hé les mecs, regardez qui revient. Il faut JL et tout. Mais non, tu vas signer TF1. Et je Même fais pour ouais, mais TF1, maintenant. l'histoire, elle est rigolote parce que ça peut C'est aussi leur génial. dire Ouais, attention, ouais. il faut qu'on soit quand même plus attentif. On a peut-être des talents en sommeil. Ah, mais moi, C'est j'ai sympa. mes années chez TF1, je te dis, hormis les dernières années, mais qui étaient vraiment propres à mon chef et tout, moi, Oui, ça s'est bien passé. j'irai pas jusque-là, mais non, je rigole. Non, ça a été mon Pour rester école. 8 Ça a ans été quand mon même. école. C'est mon premier boulot, donc j'ai appris en fait. Tu Oui. t'apprends ton taf, mais t'apprends aussi Ah, ce que c'est c'est que de chouette passer. ce Donc retour comme la ça en boucle est tant que bouclée. réal. Donc, ils Ah te ouais, c'est contactent génial. en tant que réalisateur pour faire quoi? Bah écoute, pour faire d'une série télé, et c'était pour boucler non, c'était pour ouvrir la saison 4 ou 3, je sais plus, d'une série qui s'appelait Narcos, qui s'appelait Falco. Ah oui, ah Et bah c'est bien. figure-toi que Falco, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont appelé, j'ai compris après, c'est que le rôle principal, c'était Sagamore Sievenin, que moi j'avais eu Du sur court-métrage, de du concurrence court-métrage. royale. Et comme les Super. producteurs s'entendaient de moins en moins avec, notre cher ami, que lui s'entendait de moins en moins avec eux, et que eux avaient Ah beaucoup bon? aimé Dealer, ils se sont dit, bon, ben, bonne pioche, il a déjà bossé avec Sagamore, ils vont sûrement bien s'entendre, nous on aime bien, parce qu'en fait, ils voulaient ouvrir la saison sur un truc assez chaud, violent et tout. Donc, Oui. parce que moi, je comprenais pas pourquoi TF1 veut me chercher, je fais, non mais j'ai fait Dealer, les mecs, j'ai pas, parce que Dealer, c'est, Ah, tu vois, c'est marrant, hein? pour Ah ceux qui ouais. l'ont vu, vous verrez, c'est pas un film pour les enfants non plus. Donc, ils viennent me chercher, et moi, je leur Oui, demande, c'est je fais, mais cru, quoi, merde, dans la ouais, violence. moi, j'ai fait Dealer, les gars, c'est pas du TF1, quoi. Enfin, du TF1 dans le sens la ménagère à 20h, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et ils me disent non, on veut un truc qui sort du lot, machin, blablabla. Et ça a été une super expérience pour moi, parce que c'était ma première télé. Moi Super. qui pensais que tourner du cinéma indépendant comme Dealer, on l'a fait en 18 jours de. Non, c'était ça, 17 jours ou 16 jours de tournage, 2 semaines, pour un long métrage qui fait 1h20. Ouais, donc c'est Euh, intense, quoi, pour hyper que les gens se rendent compte. En fait, c'est très hyper concentré. intense. Ouais, C'est-à-dire c'est que très, tout très se intense. fait dans des journées à rallonge, C'est pour ça quoi. que je te dis ma mise en scène poubelle. Hein. J'ai fait comme je pouvais. Efficace, quoi. Euh, ouais, l'efficacité. Et donc, du coup, quand j'arrive sur le tournage de Falco, je me dis, bon, ça va, je fais Dealer. Non, là, tu rentres dans le vrai sport qui est la télé. Et là, C'est pour le encore. coup, Bah j'ai oui. morflé. Ouais, j'ai morflé. Enfin, j'ai appris, quoi. C'est des temps très serrés aussi. Mais j'ai la chance d'être en saison 4, donc les comédiens connaissent leur rôle, ils connaissent leur boulot, l'équipe connaît Ouais. leur boulot. Donc moi, j'arrive, voilà, j'apprends et j'apprends des termes. J'apprends tous les termes professionnels Super. que Ok. je les apprends sur ce tournage-là. Et écoute, super expérience. Et ensuite, alors que je pensais pas forcément faire de la télé, j'ai Canal+, non, j'ai quelqu'un chez Besson, parce que j'étais encore en rapport avec Besson à ce moment-là. On essayait de Oui. trouver le bon projet, si tu veux. Et mon ange gardien chez Besson, là-bas, me contacte en disant, écoute, j'ai des potes qui font une série pour Médien qui est l'équivalent de Canal+ au Maroc. J'ai des potes qui font une série, qui font la première série policière action au Maroc. Est-ce que ça t'intéresse? Super. Je Là, fais charmé. c'est super, on est en 2015 par là. 2014-2015. Ouais. Donc D'accord. 2014-2015, va-t-on arriver en 2003? Dépêchons-nous. Donc, En 2003? en 2023, excuse-moi. Ah oui, non, je pense Va-t-on pas. arriver Moi, On va y arriver. je connais mon Attends, exercice. Je te l'avais dit. j'accélère. Non, J'avais mais vu, pour hein. les éditeurs, pour que vous compreniez, moi, je commence à être rodée un peu dans l'exercice des interviews. J'arrive rarement au temps présent. Mais c'est pas C'est grave. ça, Je te réinviterai pour la suite. C'est pas c'est grave. ça.
Donc, si du coup, j'arrête tu es pas le cinéma contacté pour avant. faire cette première série, du coup, policière Ouais, au je vais la Maroc, faire au c'est ça? Maroc. Au Exactement. Maroc? Donc, j'arrive au D'accord. Maroc. Je te la fais bref, c'est la pire expérience de ma vie. Ah bon? Mais d'un point Mais, de vue, parce que quoi? Parce que la prod, non, mais c'est intéressant. C'est ta ouais, pire expérience. Pourquoi? Parce que mal préparé, mal parce que anticipé par rapport à ton rôle. je tombe sur des guignols, je vais pas m'en cacher, parce que Voilà, ils voilà. connaissent pas leur métier de Ils production, quoi. connaissent pas leur métier, en plus de ça, ils sont dangereux, ça veut dire qu'ils mettent des vies en péril on a failli avoir des morts, hein, sur le Oh, tournage. Je quelle n'exagère pas. histoire! Oh là là. Donc c'est des gros guignols. Pour la première fois de ma vie, je quitte un plateau, ça veut dire que je me barre, tout simplement, Ah parce que oui, là ça tu dis devenait stop, trop. ça va Ah au-delà ouais, de non, ce parce que que je peux mon accepter. chef a failli mourir. Enfin, il y a eu des trucs de ouf, hein. Donc je dis non, non, on arrête. Donc je me barre. Ils me rappellent pour revenir parce qu'ils se sont rendus compte que je sauvais bien les meubles aussi. Je leur redis non. Donc à cette époque, je suis un peu au fond du trou au Maroc parce que je j'ai pas envie de rentrer tout de suite en France. Donc je reste un peu au Maroc. Là, je suis vraiment pas bien à ce moment-là. Donc là, j'ai eu mes premières Ah ouais, c'est expériences dur, hein. Ouais, ouais. professionnelles quand ça se passe mal. Tu Oui, vois? puis c'est très angoissant parce que tu Et en dis, plus, attends, s'il y a des vies en jeu, toi aussi, tu as une part de ah ouais, ouais, ouais. responsabilité en tant que réal. Enfin, Ouais, parce que comme dans tous enfin comme dans tout, en tout cas comme dans beaucoup de tournages qui se passent mal avec une prod, ceux qui sont sur le tournage deviennent une famille. Donc moi, je deviens très très proche de mes comédiens parce que je veux leur sauver la life. Je deviens très très proche de mes ouais. techniciens et tout. Donc j'ai tous ces gens-là quand je suis encore au Maroc qui sont autour de moi, qui me soutiennent et tout. Et je décide de me rebarrer en France. Et quand je me rebarre en France, et à ce moment-là, vraiment, je ne sais pas ce que je veux faire. Je me Oui, dis oui. le Ça ciné. t'a un peu refroidi, quoi, hein, cette expérience. Ouais, le ciné, parce que je te dis, j'étais encore en contact avec Besson et tout, mais je sentais que les choses démarraient Et les pas. États-Unis aussi, j'imagine qu'ils continuent Les de t'envoyer États-Unis, des pareil, ils m'envoient des scénarios. trucs, ça démarre pas non plus. Donc là, je suis vraiment dans un truc où je suis Ouais. Là, ouais, tu sais pas, quoi. ça marche C'est pas pas. clair. Ouais. Ouais, c'est pas clair. Je me dis, est-ce que j'arrête parce que encore une Et fois, t'arrives à vivre à ce moment-là? Qu'est-ce qui te fait vivre? Enfin, parce que bah, t'as plus ton je job vis à de, TF1. ouais, alors, ah oui, alors attends, ouais, ouais. Ben, comment Donc, tu vis? Enfin, comment tu manges, quoi? Enfin, tu vois, quand je reviens parce que je t'ai payé sur la série quand même, hein, ils m'ont quand même payé, même si j'ai galéré pour me faire d'accord. payer. Ah, Mais d'accord. Ok. je reviens de là, je me dis qu'est-ce que je vais faire et j'avais envie de faire du montage parce que le D'accord. montage c'est toujours le truc qui a été un peu ma catharsis et je trouve une boîte qui accepte de me prendre en monteur mais qui accepte et moi j'accepte d'être mal payé pour que eux acceptent de me laisser un peu tranquille en termes d'horaire. Donc ça veut dire que en D'accord. termes de dispo, donc ça veut dire que je peux encore écrire mes scénars, bosser dans le ciné, aller faire Et des c'est ça épisodes qui est un par-ci peu ta par-là. soupape économique, quoi. Exactement, même si encore une fois, j'avais été payé au Maroc, j'avais pas non plus été Ouais, mal mais payé, donc c'est. j'étais bien, mais j'étais bien pour un certain temps. Donc je savais que Hmm. j'avais pas d'avenir devant moi. Je voyais pas l'avenir économique devant moi à ce moment-là. Et là, comme d'habitude, accident, quelqu'un de chez Canal+, Afrique, qui m'appelle. Il me D'accord. contacte, il me dit, on adore Dealer, on a vu ce que tu as fait pour Falco, machin. On est en train de monter des séries en Afrique, ce qu'ils appelaient des séries premium à l'époque. Oui. On est en train de monter des séries en Afrique. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi, bizarrement, comme par hasard, à ce moment-là, c'est le moment où j'en ai marre de la France, c'est le moment où j'en ai marre des États-Unis. Et je me rappelle que je viens quand même de quelque part et que j'ai toujours voulu y retourner, qui est le Congo. Et Oui. je me dis, tu sais quoi, c'est peut-être le moment de me rentrer en Afrique et de faire mes trucs. D'arrêter d'essayer de me Hmm. mettre dans des marchés qui sont pas les miens et de créer ma place dans mon marché à moi, sur le continent dans lequel j'ai grandi. Parce que j'ai grandi quand même dans un environnement où en fait je regardais beaucoup de films qui venaient d'ailleurs, mais pas des films qui venaient de chez moi. Et avec beaucoup de héros qui n'étaient pas les miens non plus. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller créer mes héros. J'en Oui, il ai y a de marre en quoi fait. faire Voilà. en Et donc, Afrique, quand même. ouais. Mais quand Canal+ me propose le truc, moi je me dis, bon, c'est leur projet, c'est pas mon projet non plus, donc je vais juste faire C'est un mes armes. début. Et donc ils m'appellent pour un premier projet qui s'appelle Cacao, qu'ils ont fait après. Hein. Ah oui, Premier oui, projet oui, tout à fait. ouais, qui s'appelle Cacao. Bon, moi c'était un peu trop telenovelas pour moi. Je fais, non, pas mon Je truc, à comprends. part si. Parce qu'à l'époque ça s'appelait Flingue et Cacao, un truc comme ça. Donc je me disais, mais les flingues sont où? Ah, C'est peut-être ça qui peut m'intéresser. Bon, finalement, ça se fait pas. Et il me propose un autre truc qui s'appelle Saro et Mangan. Saro et Mangan, quand ils m'appellent, donc ils me mettent en contact avec le producteur, qui est un producteur qui est en Afrique, qui est au Sénégal. Un d'accord. producteur français qui est au Sénégal, qui a sa prod. Ils me mettent en contact avec lui déjà pour voir si ça match entre nous. Donc ça match entre nous, effectivement. Et il me parle du projet. Et en gros, c'est un projet qui a été monté par un mec qui s'appelle Philippe Nyang, qui D'accord. lui est un mec qui vit en France, mais qui a aussi des racines sénégalaises, et qui a monté un concours de scénario avec la prod au Sénégal, avec des scénaristes panafricains, donc des scénaristes gabonais, ivoiriens, etc. Donc ils étaient 12 à l'époque, je crois. Ils ont écrit ces scénars-là, et moi, quand j'arrive, il y a ces 12 scénars sur la table, sauf que les scénars sont pas prêts du tout. Le canal Hmm. me dit, bon, Il y a alors, encore du bon, travail. tu te sens comment, machin. Et là, je leur dis exactement ce que tu viens de dire. Je fais, où est le showrunner? Il me dit, mais il n'y a pas de showrunner. J'ai fait, parce que là, il n'y a pas de Bible, les Ah, scénars sont pas prêts,
Moi, les héros, je vois sur la page, mais je ne les vois pas, tu vois. Ouais. Et donc, je clarifie ma position avec Canal en leur disant, bon, soit vous prenez un showrunner, soit je fais le taf, mais c'est pas un taf de réal. Ouais, sans Euh, plus. Ah bah oui, bien sûr. et donc, du coup, je deviens showrunner pour la première fois de ma vie. C'est chouette parce Et que c'est là, cohérent avec, mine de rien, les origines de ton arrivée dans la réal, de créer des univers, d'asseoir des mythologies. Et exactement. là, tu peux y aller Là, je sur peux ce y aller. projet-là. Et ils me font bosser avec un directeur d'écriture qui s'appelle Alain Pateta, avec qui j'ai Oui, sympathisé de ouf. Et Alain m'aide à faire le ménage dans les 12, là. On en garde 10 à l'époque, même si moi, je me doute à ce moment-là, je me dis, on va pas faire 10, on va faire 8, c'est sûr. Et là, Canal nous font, bon, on pourra pas financer 10, on finance 8. ah bah. Et le problème, c'est que dans les scénars qu'on a jetés, ben, on perd une continuité à la fin de la série qui fait qu'on doit réécrire la fin de la série. Oui, ça fait Et donc, partie du jeu, mine de rien, de construction. C'est que à chaque exactement. fois, C'est un il peu y a ça. que des contraintes, de toute façon, dans la création et comment finalement on revient à l'essentiel. Ouais. Et donc, écoute, du coup, bon, c'est surtout Alain qui travaille, c'est lui qui a l'écriture, donc je prends des directions avec le producteur Alexandre Rideau, Alain Pateta et moi. Et donc, donc je m'associe avec Alain Pateta, avec Alexandre Rideau et moi sur la direction de la série. Donc, on se met d'accord sur la direction de la série avec Cécile Girardin de Canal+ Afrique. On se met d'accord. À ma grande surprise, on se met d'accord sur un truc qui est quand même assez nouveau. Tu vois, parce que Audacieux. moi, c'était mon Ah bah c'est challenge. Hein. audacieux, hein, Ouais, c'était quand ouais. même. Ouais. Ouais, ouais, c'était le seul truc où je leur avais dit, je n'ai pas, voilà, je vais pas venir faire le mec chiant sur les salaires, machin, etc. truc, mais je veux faire un truc neuf. Si on fait un truc, et si je vais passer 2 ans de ma vie sur quelque chose, faut que ça soit un truc qu'on n'a jamais vu. Et donc, je mets la patate sur les personnages, sur la direction artistique, sur tout, et donc je leur sors un gros dossier de 70 pages, 80 pages, j'ai jamais fait ça de ma vie, qui devient la Bible, en fait. Et de cette Bible, Super. la série se fait financer. Enfin. Parce que là, on était encore en Ok. pré-prod, hein. Dans tout ce dont je parlais, on D'accord. était Ok. sur de la Bible, quoi. Et donc là, Canal accepte de financer la série et ça devient leur première série premium, première vraie série premium chez eux. Et là, Bravo. 2, 3 ans de ma vie où c'est dur. Bah intense. Oui, bien sûr. Ouais. Intense. Parce que là, Intense. tu te rajoutes une casquette, celle de directeur artistique, enfin de showrunner. Ouais, showrunner, réal, scénariste, à la fin monteur, parce qu'il faut que je remonte tous les épisodes parce que c'est une catastrophe en montage. Enfin, donc 3 ans de ma vie où j'apprends la vie. Mais J'apprends la est-ce que vie. c'est pas aussi l'occasion de voir tout ce qu'il y a à faire, mine de rien, au Sénégal? Est-ce que c'était pas aussi de se dire, ah bah voilà, c'est un bon métrique Encore une fois, tu me pour montes le bout voir de la ce... bouche. C'est Ah exactement. pardon. Non, non, mais c'est super, c'est super. Je découvre le Sénégal à ce moment-là, qui n'était pas forcément le pays où je voulais stationner. Oui, Euh, toi tu voulais et retourner au Congo? ah oui, donc je me dis, je vais apprendre au Sénégal pour retourner au Congo. Sauf que quand je tombe amoureux du Sénégal, je tombe amoureux de Dakar. Je rencontre la personne qui allait devenir ma coproductrice. On monte une société qui s'appellera l'Acmé. La personne D'accord. s'appelle Pamela Diop. Et moi, en sortant de Saro et Mangane, qui a son petit succès, machin, qui gagne des prix à gauche, à droite, et qui devient, encore une fois, dans les premières fois, la première série africaine francophone sur Netflix. Bah, en fait, elle était très attendue et elle a été hyper impactante. Moi, j'avais vu le premier épisode à série, Mais le je me souviens, festival de j'ai Fontainebleau, là, vu à en Fontainebleau. Ouais, 2018. ouais, Et ouais. c'est là où on s'était vu d'ailleurs. Et j'avais vu Ouais, le ouais. premier épisode qui avait été diffusé là-bas. Et franchement, ça claquait, hein. Enfin, Ouais, bah, il y c'était avait. vraiment très promesse tenue. C'est-à-dire que Ouais. j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à aller voir la série, puisqu'on peut la voir sur Netflix. On peut toujours la voir, je crois. Exactement, ouais, je crois qu'elle est encore sur Netflix, ouais. Ouais, ouais. De toute façon, je vous remettrai tous les liens dans la Ouais. description. Mais en tout cas, moi, quand j'avais vu le premier épisode, franchement, on était content parce qu'on se dit, bah voilà, c'est la preuve qu'on peut faire vraiment du qualitatif en Afrique aussi. Mais exactement ça. Bah, écoute, moi, je surfe un peu sur toute cette vague-là avec les États-Unis qui reviennent, comme Et d'habitude. tu dis que du coup, tu as rencontré ta coproductrice. Est-ce que c'est parce que tu as eu Sako et Morgan, je dis peut-être mal, que du coup, elle s'est dit, tiens, lui, ça peut être le bon binôme pour faire du cinéma en Afrique, ou comment ça s'est passé cette rencontre? Écoute, c'est plus une rencontre humaine et c'est plus une rencontre un peu comme Christophe, une rencontre sur les ambitions. Oui, mais Moi, je du coup, rencontre quelqu'un comment de... elle t'a connu? Enfin, comment... Parce que c'est pas Ah oui, facile pardon. de se Alors, dire comment on va trouver les bons non, bah, collaborateurs, c'est tu très vois? simple au Sénégal. Déjà, Dakar, c'est pas très grand. Moi, je Oui, me retrouve quand nous, les producteurs, réalisateurs ou créatifs, en tout cas, on arrive dans un pays, on essaie toujours de rencontrer les gens comme nous, ou en tout cas de rencontrer la faune. Donc, je me dis, je vais rencontrer les gens de la même faune que moi, et je finis par tomber sur Pamela.
via des recommandations à gauche à droite. Et comme d'habitude, quand ça se passe bien avec une personne, on devait parler 1 heure et puis on a parlé 6 heures, quoi. D'accord. Et je me rends compte qu'on a les mêmes ambitions, que c'est même des ambitions que même en France, j'arrive pas à matcher. Et je me dis, on va pouvoir faire quelque chose de neuf. Donc là, vous Parce qu'à montez ce moment-là, ouais. ouais, à ce moment-là, dans ma tête, je suis encore et toujours sur qu'est-ce que je peux faire de neuf qui n'a pas été fait, même si on est au Sénégal, même si on est en Afrique, même s'il n'y a pas de budget, même si. Et je vois quelqu'un en face de moi qui a le même discours que moi. Donc, elle avait déjà la boîte Lacmé, mais on la refonde pour que ça devienne une boîte de cinéma. D'accord. Et ça devient Lacmé Studio. Et à partir de ce moment-là, on a un plan très précis sur, OK, on veut faire un long métrage, mais pour financer ce long métrage, on va le faire financer via des tournages de pub, etc. Donc plein d'autres Ouais, vous faites gonfler votre trésor pour mettre de côté. Exactement. Et donc là, on rencontre une cliente qui va devenir notre cliente pendant 3 ans, et on va devenir une agence de pub pendant 2 ans, excusez-moi. Pendant 2 ans, donc de 2018 à 2020. Et avant qu'on tombe dans le Covid, où on a tourné, ouais, c'était avant. Avant qu'on tombe dans le Covid, on tourne notre premier long métrage qui s'appelle Saloum. Donc c'est comme ça qu'arrive Saloum, et c'est comme ça qu'arrive mon deuxième long métrage. Et Saloum arrive dans des discussions artistiques que j'ai avec Pamela sur qu'est-ce qu'on aimerait faire qu'on pourrait jamais faire. Et donc moi je pars sur je veux faire un western, et elle sur je veux faire un film avec des vacanciers qui se font trucider, etc., etc. On fait un gros bouga de tout ça. Elle était très fan d'Agatha Christie, moi j'étais très fan de Une nuit en enfer. Une nuit en enfer de Rodriguez. Énorme. Très fan de ça, et j'adorais le concept du film où tu as l'impression de regarder un film et d'un coup ça bascule sur un autre film. Oui. Donc ça, je le pique pour Saloum. Je me dis, Saloum, je veux que ça soit ça. Et après, de mes expériences dans la région du Saloum, où elle m'a emmené parce qu'elle est originaire de cette région-là, de mes expériences que j'ai eues là-bas, des expériences pendant les 2 ans où on a eu la boîte, mes 2 ans d'expérience au Sénégal, blablabla, bla, 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 tout ça fait un gros bougli-bouga qui fait que j'écris Saloum. Et je remets en avant ce truc des héros que j'ai jamais eu, qui sont les héros africains. Et donc, je fais Saloum dans cette optique-là, c'est comment je pourrais mettre des héros africains en avant. Voilà. Et donc, sort Saloum. Saloum, tu as eu l'idée de Saloum à la fin de Sako et Mangane ou après? Après. Parce que du coup, il y a le même comédien dedans. Donc, est-ce que tu avais déjà l'idée de retravailler avec Yann Gaël sur... Ouais, Yann Gaël, ça s'est passé bien avant Sako et Mangane. Je le rencontre à Paris via un événement qui était organisé par une association où je t'ai rencontré la première fois, qui s'appelait Afrofiction. Ah bah oui. Je rencontre Yann à cette soirée-là. Ah d'accord. Ouais, c'était là. Quand on se rencontre, toi et moi, je rencontre Yann. Je rencontre Yann de l'autre côté, et c'est quelqu'un que je suivais depuis un moment. J'adorais sa tête. On se parle, on sympathise, on s'entend super bien. Et puis je lui dis, écoute, si jamais il y a un truc qui tombe, on verra. Et donc, du coup, quand j'ai Sako et Mangane, on a Sako qui est censé être le plus vieux et Mangane qui est censé être la tête brûlée. Oui. Je fais lui là-bas. Je veux lui. Canal voulait le comédien qui joue Sako, et moi, je voulais le comédien qui joue Mangane. Et c'est bon. Et les deux se sont super bien entendus, et c'est parti. Impeccable. Et pour répondre à ta question, après Sako et Mangane, on s'est dit, bon, il faut qu'on se trouve notre truc à nous. Quand j'écris Saloum, j'écris avec lui, quoi. Enfin, j'écris avec lui. Super, en le pensant à lui. D'accord. Ouais, exactement. Okay. Donc, ça se monte avec lui et certains comédiens qui venaient de Sako et Mangane, effectivement. Sur Saloum, tu as encore une triple casquette. Donc, tu es auteur, réalisateur, mais aussi producteur, avec une coproductrice quand même qui t'épaule un petit peu. Est-ce que vous avez déjà pensé la distribution sur ce film-là? Comment il vit, Saloum, finalement? Parce que comment on peut le voir? Comment il a existé après être fabriqué? Écoute, la distrib en Afrique est une affaire bien compliquée pour ceux qui connaissent. Donc, effectivement, avant de faire le film, on a fait le tour des distribs, on a discuté un peu avec tout le monde, en France, aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, puisque c'est plutôt en Afrique de l'Ouest que ça se passe, les grands acteurs de la distribution, je parle. Bon, maintenant, il y a Pathé, etc. Donc, on parle un peu avec tout le monde, on fait le tour avant même de faire le film. Et il y a quelque chose qui s'installe sur Saloum où on voulait absolument que ce soit un film 100% africain, dans le sens où on voulait pas qu'il y ait à ce moment-là, en tout cas, on ne voulait pas qu'il y ait... je ne vais pas utiliser le mot ingérence, parce que c'est pas le mot, c'était pas l'idée, mais on voulait vivre l'expérience jusqu'au bout du film africain. Ça veut dire argent africain, comédien africain, équipe africaine, etc. Ça faisait partie des premières choses, des choses dans mes premières... de l'exercice du projet, quoi. Voilà. Donc, on a eu beaucoup de partenaires qui voulaient nous rejoindre, où on leur a dit non pour cette raison-là, tout bêtement, parce qu'on voulait vivre ça. On l'a vécu, et ensuite, assez bizarrement, le film est devenu... français et américain, dans le sens où on a eu un coproducteur français qui est venu finir la post-production avec nous, parce qu'on s'est rendu compte que le film allait devenir... Alexis Perrin, qui est Alexis déjà Perrin, sur Dealer. Célèbre, voilà. Et un troisième acteur qui sont des Américains qui ont financé la post-production et qui sont devenus les gens qui allaient produire mon troisième long métrage qui s'appelle Zéro. Et donc ces gens-là, dont Hugh Miller, qui a une société qui s'appelle Tableland Pictures,
Ok, nous ont rejoints pour financer la post-production de Saloum, parce que quand ils sont venus me super. contacter pour faire Zéro, nous on était en post-production de Saloum, ils ont vu Saloum, ils ont pété un câble, ils nous ont fait on veut être partenaire du truc, et ils ont mis de l'argent pour finir la post-production. Super, c'est Donc, bien. en fait, Saloum a C'est été top. le moment où moi j'ai consolidé la plupart des gens avec qui je travaille aujourd'hui. D'accord, mais en même temps, c'est parce que finalement, il y avait quand même des manquements de post-production et distribution qui se sont faits Ben, avec le temps en amenant ces compléments enfin, de il y a un truc partenariat. que je précise, Et hop, ouais. ça a permis de finir le film et en même temps d'enchaîner sur un autre, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, pour revenir sur le côté plus production, parce que c'est quand même le sujet de pourquoi on est là aussi. Pour plus de précision, Pamela a été aujourd'hui, si je prends avec le recul, a été la vraie productrice du film. Oui, Et moi, je me suis chargé en tant que haute producteur, plus de la partie artistique et plus des bah très comédiens, bien, hein. etc. Tu vois, donc en Oui, fait, oui. on pourrait dire producteur artistique et productrice. Bah, c'est un bon complément et je pense que c'est un vrai sujet à soulever. C'est-à-dire que je Mm. pense que c'est important d'avoir cette notion de production artistique et je dirais de production plus administrative, financière pure. Exactement, exactement. Moi, c'est pas quelque chose que je fais et je veux pas prendre, je veux pas prendre le travail de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que je fais. Moi, au mieux, Ouais, si mais je ce qui est fais de la intéressant, post-production, c'est de la production artistique. après, La ce que je trouve post- intéressant sur Saloum, c'est qu'il y a eu une envie de départ. On se produit nous-mêmes, on fait un produit 100% local avec notre propre énergie, nos propres revenus pour être vraiment autonome et libre aussi sur la proposition et la création. Finalement, en avançant après la fabrication, il y a eu des besoins à combler pour aller au bout de la post-production. C'est ça que je comprends. Exactement, Et c'est de exactement. là qu'il y a eu l'idée de production de se dire, eh ben, on va aller chercher d'autres partenariats. Et Ouais, c'est comme ça que vous avez intégré Alexis Perrin pour vous aider et exactement. les producteurs américains pour vous aider. Et c'est comme ça que Saloum a pu se terminer. C'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Et au moment où, et quand on finit Saloum, bon, il a une super belle vie en festival. Oui, Voilà. j'allais y venir parce que moi, je l'ai vu en festival. Je l'ai vu au Ouais. Festival de l'Étrange, au Forum des Images. Ouais, ça a été mon film, c'est mon film qui a le plus de prix, qui a fait le plus de festivals pour le moment, etc. Donc il a vraiment eu une belle vie, Et est-ce qu'on peut ce le film-là. voir? Est-ce que le Ouais, public peut le voir? voilà. Ben, j'en arrive à la distrib, et donc finalement il a été acheté par beaucoup plus par les anglophones d'ailleurs. Donc il est acheté par Shudder, qui est notre premier distrib. Donc Shudder, c'est une plateforme d'horreur qui est plus anglo-saxonne, donc plus connue aux États-Unis, en Angleterre, etc. Parce que le film, bizarrement, j'allais en venir, a beaucoup plus marché aux États-Unis, dans les pays anglophones, que dans les pays francophones, etc. Même s'il a marché aussi dans les pays Mais parce francophones. qu'il n'a pas circulé. Enfin, pour avoir suivi un peu, c'est quand même très compliqué Ouais. de voir le film en France. Ben, paraît-il, mais écoute, alors, pour ceux qui veulent le voir, qui ont des VPN, il est sur Shudder, il est sur Amazon US, enfin Amazon anglophone, je crois que c'est US et UK, si je dis pas de bêtises. Il a été distribué en salle en Afrique par Pathé, sur 20 pays. Super, Il a été super. distribué en France par CGR, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait sur un week-end dans toutes les villes de CGR. Donc en fait, on a Ouais, eu, c'est bien parce que c'est atypique hein, comme production. Donc c'est exactement. courageux de leur part aussi, hein. Ouais, on a eu des super partenaires là-dessus. Et écoute, ils continuent de se vendre à gauche, à Bah droite. bravo, hein, top. Ça a été une super expérience, celle. C'est la meilleure que j'ai eue, en tout cas, en long métrage, avec Zéro, le dernier, là. Zéro, c'est celui des Américains. Alors, les Américains, voilà, qui viennent mettre de l'argent, viennent nous voir. Alors, je vais raconter Vas-y, vas-y, pardon. l'anecdote au début, c'est qu'en fait, la personne qui me contacte pour faire Zéro est dans les deux producteurs qu'on a eus. Donc, on a deux personnes, on a Hughes Miller et on a Cameron McCarr, qui sont deux comédiens. Et à la base, ces deux D'accord. comédiens ont bien compris leur truc. Ils se sont dit, nous, on en a marre d'être dépendants du désir de qui que ce soit. On va faire notre argent et on va produire nos films. Donc, Ok. Cameron, l'un des deux, c'est un mec avec qui j'ai tourné mon quatrième ou cinquième court-métrage. J'ai fait une dizaine de cours, hein, ou 8, je sais plus. Et un des cours que j'ai fait, pendant que j'étais à Los Angeles, je me suis dit, j'en ai marre de m'emmerder, je vais faire un cours. Donc D'accord. j'ai fait un cours à l'arrache à Los Angeles qui s'appelle SICK, qui a gagné des prix aussi. Je pourrais mettre un lien pour ceux que ça intéresse. Ah oui, oui. C'était dans ma période influence coréenne et tout machin, donc je fais un court-métrage sur la vengeance, etc. Et donc je fais un cours à l'arrache que j'aime beaucoup d'ailleurs, il me fait marrer ce cours. Et le mec qui joue le tueur dedans, c'est Cameron. Donc je le rencontre là, on sympathise quand j'étais à Los Angeles, et ça devient un peu mon voisin parce qu'on habite à WeHo, donc à West Hollywood à ce moment-là, donc ça devient mon voisin, on sympathise. Et des années après, quand il apprend que je suis en train de faire mon deuxième, donc Saloum, et qu'il commence à voir des images à gauche à droite, il me fait faut qu'on se contacte, je bosse avec un mec et on bosse avec un milliardaire et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte?
j'y crois pas. Et quand je suis en post-prod, effectivement, je leur montre le film et tout, et il me dit, OK, écoute, nous, on bosse avec quelqu'un qui veut financer des films avec nous. On aimerait faire un film avec toi. Est-ce que tu as un scénar? Je fais, waouh, j'ai des scénars, mais j'ai rien avec 2 Américains, tu vois. Et donc, bref, j'écris un premier scénar pour eux, qu'ils acceptent, donc ils me payent pour écrire ce scénar. Donc là, pour la première fois de ma vie, je suis payé en C'est tant que super. scénariste. Oui, puis tu as quand même une liberté de proposition. Bah oui, parce que Dealer, j'écris moi-même à l'arrache. Oui, Saloum, puis j'écris moi-même à Dealer, l'arrache. ça s'adossait quand même à une histoire préexistante. Donc il y a quand même une double Exactement. contrainte. Hein. C'était l'histoire, le personnage. Là, tu es Ouais. quasiment libre. Non, Enfin, parce que j'ai 2 Américains. En fait, faut mettre j'ai 2 deux Américains mecs dans là qu'il faut que je le. mette dedans. Tu Ça, vois, c'est donc j'écris rigolo comme pour eux. contrainte. Ça. Ouais, c'est rigolo. Ouais, si c'est des bons comédiens. Et j'ai eu de la chance, c'est des bons. Parce que Oui. t'imagines bien que moi, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est génial votre opportunité, mais bon, Est-ce que vous Cameron, pouvez je le savais que porter, quoi? c'était un bon Ouais. comédien, mais est-ce que vous pouvez porter un long, tu vois? Donc, et là, Ouais. c'est censé être un film qui les suit tout le temps. Donc, D'accord. bref, donc je suis dans ces inquiétudes-là. Je me dis, waouh, et l'autre, je le connais pas. Et blablabla, Oui, c'est vrai. blablabla. Et Ouais, bon, c'est en vrai même qui temps, c'est. il faut qu'on fasse vivre notre structure parce que maintenant, j'ai une structure qui est l'Acmé. Donc, on se dit, bon, Ouais. il faut qu'on fasse vivre la structure parce qu'on a mis la majeure partie de l'argent sur Saloum. Donc, nous, Ah bah maintenant, il faut qu'on oui. vive aussi. Donc, il y a tous ces éléments-là qui se croisent, qui font que je me dis, bon, bah, allons pour le 3e long. Donc, on y va pour le 3e long. Donc là, je suis plus en mode, parce que entre Dealer et Saloum, il se passe 7 ans. Tu Ouais. vois, donc moi, je Là, suis plus 8 ans. Donc, il se passe plus. Là, je suis plus dans le mode du réal qui se dit, ah, ça va être quoi mon prochain long? Qu'est-ce que je fais? là, t'enchaînes. Là, Ouais. j'enchaîne. C'est cool. Et donc, C'est super. oui et non. Mais le temps dira. Enfin, le temps m'a dit après. L'expérience a fait qu'après. Mais bon, bref. Là, je fais ce 3e-là. Donc, j'écris un premier scénar pour eux. Ils adorent. Et puis finalement, c'est pas celui qu'on va faire. J'en réécris un autre qui devient 0. Et on décide de le tourner à Dakar, etc. Parce que je veux continuer dans ce truc du héros africain, film africain. Local. Mais pour le coup, la configuration faisante, on va être du point de vue d'Américain. Donc je me dis, ce qui va être intéressant, c'est, OK, point de vue d'Américain à Dakar. Qu'est-ce que ces mecs-là qui ne sont jamais venus à Dakar vont croiser? Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Donc je l'écris dans cette veine-là. Et en même temps, je suis toujours dans ma conscience un peu panafricaine qui est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des films africains avec des sujets africains, mais qui va parler à tout le monde. Donc comment je me démerde avec des Américains, un film en anglais fait au Sénégal pour remplir toutes ces cases-là. Et en même temps, j'ai envie que ce soit un film fun et pas forcément un film trop sérieux, machin. Donc 0, c'est 2 Américains qui se réveillent à Dakar avec une bombe sur la poitrine, un chronomètre de 10 heures, et un mec au téléphone qui leur donne des ordres et des missions, et ils savent pas où ça va les mener, mais ça va les mener quelque part. Et donc voilà, ça c'est 0, qui est en festival en ce moment, qui tourne, voilà. Donc Super, on bravo. l'a fini il y a un an. Assez long, et il a été assez compliqué à finir ce film parce qu'il a été tourné pendant Covid, après Covid, donc on a souffert du Covid, donc on a fait pas mal de retake, reshoot, en tout cas continuer plutôt le film, et donc on l'a fini assez tard. Et ce qui était marrant ou pas marrant du tout, c'est que moi, pendant que je suis en train de faire les reshoots de 0 et tout, j'ai un autre film qui s'enchaîne. Et là, incroyable. Là, c'est un 3e film. On vient de chercher pour un 3e film ou c'est... Là, c'est le 4e pour le coup. Ah oui, 4e, pardon, excuse-moi. Donc on te propose un 4e long métrage? Alors, ce qui est très marrant, c'est que, donc, tu sais, je t'avais parlé des États-Unis avant avec des projets que j'avais qui se faisaient pas et tout. Et ben là, c'est un projet que j'avais depuis 7 ans, que j'avais complètement oublié, qui là se redéclenche parce que Saloum marche, parce que blablabla. Les producteurs m'appellent et me font, écoute, on a une piste pour faire le film, et ça deviendra un film français. Donc là, je me dis, oh non, j'ai pas envie de repartir sur ce marché, blablabla, blablabla. Après, je me dis, je trouve enfin parce qu'il faut le réadapter, parce que c'était un truc qui se passait aux États-Unis dans des forêts américaines, etc. Ah bah oui. Parce que c'était un road trip dans le Midwest américain. Alors, je me dis, ok, comment je fais? En même temps, je connais pas les producteurs, eux me connaissent pas non plus, les producteurs français, je parle. Moi, ça fait 7 ans que je bossais dessus de loin avec le scénariste pour avoir ma version. Donc là, je me retrouve avec des mecs qui veulent réécrire une nouvelle version. Je me suis dit, waouh, faut pas que j'y aille. Enfin, il y avait un truc où je me disais, non. Il va pas. Et en même temps, un truc qui me disait non, mais parce que c'était un film ciné pour le coup. Donc je me disais, ça va être mon premier vrai film salle. Parce que même le 3e que je faisais avec les Américains, ça peut être une bonne opportunité. Bah voilà. oui. Tu vois, donc je me dis, là, je trouve enfin le truc où je me dis, le truc neuf que j'aime bien quand je vais faire un projet. Le truc neuf, c'est projet film ciné, etc. Le 2e truc neuf qui arrive, c'est qu'on sécurise Joey Starr pour le rôle principal. Je me dis, j'ai quelqu'un qui est tu vois, qui est un comédien confirmé, en tout cas quelqu'un qui est quelqu'un dans le paysage. Alors, en plus, j'adore Et Joey. puis qui a un public, qui a un vrai public. Bah moi, je viens de la musique en plus. Imagine bien que Joey. Bah oui, c'est une star. Pour nous, c'est une légende. Et je faisais du rap en plus, donc c'était intéressant pour moi. Et là,
truc intéressant aussi, on sécurise Asia Argento, qui moi était quelqu'un que j'avais déjà eu sur un projet il y a 10 ans et que j'avais pas réussi à monter ce projet, donc je la connaissais déjà un peu. Donc je me dis, ah super. Donc là, le projet commence à avoir une gueule et je me dis, bon, vas-y, fais-le. Donc j'y vais. Et donc je tourne ce truc-là pendant les reshoots de Zéro que j'ai pas encore fini. Donc je suis entre deux films. Je tourne celui-là, donc à l'époque qui s'appelait Interstate, qui aujourd'hui s'appelle Jour de colère, et qui D'accord. sortira en France le 16 septembre ou 17 septembre, un truc comme ça. Bravo. Ah Le bah dans pas 23 longtemps. septembre. Dans pas longtemps, Ok, là. d'accord. Parce que nous, on Donc, c'est mon premier enregistre. film salle. Ouais. Donc, je fais celui-là. Et pendant que je suis en train de faire celui-là, j'ai mes agents américains qui m'appellent et qui me font on a une série HBO pour toi. Ah, super. Et là, je me dis bon, est-ce que je vais survivre? Parce que, Oui, et attends, parce que bêtement, tout moi, je me dis, s'enchaîne, c'est tout un ça, peu c'est des dur. tournages. Ouais. Mais bêtement, ce que je pense pas, c'est qu'à un moment, il va falloir les monter, tout ça. Donc, bref, donc je me dis, Bah, HBO, quand ouais. même. HBO, moi, dans toutes mes pérégrinations de 10 ans avant, quand j'étais aux États-Unis en 2013, 2011, etc., j'avais rencontré HBO, j'avais rencontré tous ces gens-là. Ouais. Et c'est très marrant, à ce moment-là, moi, quand je revois HBO, les juniors que j'avais rencontrés en tant qu'exécutifs, etc., sont devenus les exécutifs seniors, etc. Donc là, je rencontre des patrons maintenant. On a tous un Eh peu oui. évolué. Donc, je rencontre des potes et qui maintenant sont à la charge de séries, de choses comme ça. Et donc, la boucle est bouclée. Donc, je bosse avec ces gens-là et je dis oui à HBO, forcément. Pas dire non. Ah bah c'est quand même une très belle ombrelle, hein. Ouais. Et donc, la boucle est bouclée sur ma partie série. D'accord. Puisqu'ils ont vu Sarro et Morgan, forcément, ils ont entendu que la première série africaine sur Netflix, c'était Tu avais 2 Jean-Luc. longs métrages, Voilà. puis un 3e dans les Donc tuyaux. là, je rentre dans Ah, quatrième. ma vie professionnelle de réalisateur où je me rends compte que, je commence à me faire payer et ouais, ça y est, je suis peut-être réal en fait. Donc là, je conscientise la question que tu m'as posée au tout début. Et oui, c'est vrai. Non, mais c'est. Un peu là. Ouais, Je me ouais. dis, peut-être que ça y est, peut-être que je suis réel. Et je vais faire cette série, ça se passe super bien, une super expérience. Du coup, techniquement, c'est pas mon premier tournage en anglais, puisqu'il y a eu Oui. le tournage avec les Américains au Sénégal, mais techniquement, c'est mon premier vrai tournage américain. Et ça se passe super bien, voilà. C'est une Super. série qui sort, donc je ferme la première saison d'une série qui s'appelle Get Millie Black. Vous D'accord. pouvez regarder sur IMDb, et donc la série sort en octobre de cette année, je crois. Oh, bravo, bah super. Voilà. Ah ouais, 2 actus là. Donc là, en septembre le long, en Techniquement 3 octobre. avec Zéro. Ouais. Et 0, c'est prévu pour quand alors du coup? Écoute, Zéro, j'ai l'impression, parce qu'il est encore dans sa vie de festival, donc j'ai l'impression que ce sera plutôt 2025. Donc je peux pas te dire quel est mon troisième, mon quatrième. C'est très bizarre Oui, comme je situation comprends. en fait. Mais voilà, dans Non, la bah logique, c'est Zéro est mon logique. troisième, l'autre est mon quatrième. Bah bravo. Et voilà, donc tu vois, Super. on arrive à aujourd'hui. J'ai On a réussi à réussi, boucler. ouais. C'est peut-être l'épisode le plus long. Mais oui, non, mais Ouais, c'est ouais. incroyable ce parcours parce que finalement, par la force des choses, tu as été tout de suite obligé d'endosser la casquette de production en Ouais. parallèle de ton envie de création. On voit quand même, on comprend que le point de départ, c'est vraiment la création d'histoires, la création d'univers avant de trouver comment les formaliser, que ce soit à travers le dessin, l'image animée ou la musique. On n'en a pas parlé, mais voilà, on ne peut pas parler de tout. Non, on peut pas. Et là, c'est extraordinaire comment finalement il y a eu un. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a une accélération. C'est-à-dire qu'il y a un démarrage qui est très lent. Il y a Dealer qui amorce quand même un certain tournant. Puis finalement, c'est vraiment à partir de Sacco et Mangan que là, il y a une espèce d'effet boule de neige exponentielle où les projets arrivent de plus en plus vite et les projets de plus en plus ambitieux. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, pardon de te couper, mais c'est aussi parce que en fait, les 7 ans ou les 7 ou 8 ans qui se passent entre Dealer et Saloum, je les passe aussi à développer d'autres projets. Donc, en fait, l'exponentiel qui arrive après, c'est les graines le résultat que j'ai avant, en du fait. travail qui a été fait avant. Donc, par exemple, le Joey Star, c'est un projet qui était américain, qui est passé par plein de phases. Je devais avoir Van Damme à un moment dessus, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point le projet est parti dans plein de directions différentes. Et à un moment, il vient en France. J'ai même pas contrôlé ce truc-là, quoi. Donc, tu contrôles pas vraiment. Aujourd'hui, j'ai des projets, voilà, j'en ai d'autres qui vont s'enclencher et tout. Je suis incapable, tu vois, quand on me pose la question aujourd'hui, c'est quoi ton premier film? Je sais pas. Et finalement, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que tu contrôles pas vraiment. Donc, le beau conseil finalement pour rester dans une actualité de réalisation, ce serait quoi? J'adorerais te donner la formule magique, mais je pense pas que ça marche pareil pour tout le monde. Mais
écoute, Non, mais selon toi, je dis pas le conseil universel. Parce que de ton parcours, moi, ce que j'observe, c'est que finalement, ce qui t'a permis de rebondir tout le temps, c'est qu'à la fois, certes, tu réagis aux commandes, aux propositions qu'on te fait, mais en parallèle, tu continues toujours à faire. Il y a toujours ce Alors, côté tu sais où quoi? Ça y est, je j'ai ma reste réponse. toujours à jour sur je fais quand même Ouais. aussi de mon J'ai côté. ma réponse pour toi, ça y est. J'avais rencontré Christophe Gans, j'avais passé 1 ou 2 heures avec Christophe Gans, et il m'avait dit un truc qui peut paraître bizarre comme ça. Il m'a dit, il te faut 10 films pour faire un film. Et quand il m'avait dit ça, je l'avais pris pour un dingue, mais en fait, c'est vrai. Donc, ça va être ma réponse à ce que tu dis, c'est moi, en tout cas, il me faut 10 projets pour en faire un. Bah, de ton parcours, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que Ouais, toi, tu continues toujours à faire de ton côté, ouais. avec les moyens que tu as, avec le temps que tu as, Mhm. l'énergie que tu as. Et en parallèle, quand il y a des commandes ou des vraies belles propositions concrètes qui arrivent, hop, tu les saisis quand même, Ouais. sans t'arrêter en fond de faire d'autres choses, quoi. Ouais, mais alors tu vois, le fait d'avoir fait 3 choses, parce que entre zéro jour de colère, donc qui s'appelle jour de colère maintenant, et Millie Black, il s'est passé 1 an et demi. Ouais, c'est rien du tout. Je ne referai plus jamais ça de ma vie. C'est énorme. Enfin, Je c'est ne très referai plus jamais court. ça. C'est trop Ouais, ouais. intense. De un, parce que c'était trop intense physiquement, etc. Mais aussi de deux, parce que quelque part, ça m'a permis de me rendre compte quelle est la configuration que je préfère et que j'aime. Parce que Oui. j'ai passé beaucoup de temps en fait à essayer de comprendre, est-ce que je suis un réal qui ne veut faire que ce qu'il écrit et ce qu'il fait lui, Ouais. ou est-ce que je suis un réal qui peut tout faire, ça veut dire faire les commandes aussi, ou est-ce que je suis un réal ou faire des commandes, ça veut dire on me donne une idée et j'écris, tu vois, donc Oui. ça veut dire que c'est mis Ouais. une idée de Ouais. moi et mis une idée de l'autre personne. Donc j'ai toujours pensé que je pouvais tout faire. Et aujourd'hui, ça m'a permis de voir qu'il y a des configurations que je préfère et je vais essayer de m'accrocher à ces configurations-là plutôt que d'autres. Voilà, donc aujourd'hui, j'en arrive à pouvoir dire oui, je suis réal, mais ça y est, j'ai enfin trouvé mon prix. Le contexte qui me va. Voilà, ouais. Donc d'avoir fait les 3 là en back-to-back, oui, Bah, c'est c'était des super bons cool parce tests. que ça fait 3 projets, mais Ouais. j'ai pas été, ça m'a pas rendu forcément plus heureux. Tu vois, j'étais pas heureux du tout même. Donc je veux plus jamais faire ça, ou en tout cas plus jamais dans ces Oui, mais ça t'a configs-là. permis de Mais ça m'a tester. permis de tester, Oui, exactement. voilà. Ouais. Et d'être aujourd'hui, tu vois, je me dis j'ai commencé la réal, j'ai fait dealer à mes 27 ans. En fait, je te dis ça parce que bêtement, j'aurais dû le dire au début. Je m'étais mis un truc en tête pour les réals qui sont là, parce que des fois on se met des trucs en tête. Je m'étais mis un truc en tête, je m'étais dit, je ferai mon premier long avant mes 30 ans. Je ferai mes premiers longs avant mes 30 ans. D'accord. Ça a été le cas. Donc j'ai fait dealer j'avais 28 ans. Et tu vois, aujourd'hui j'en ai 41 et j'ai fait 4 longs. Je me dis, ouais, ça va. Tu vois, ça va. Au final, pour quelqu'un qui a commencé assez tard la réal, ça va. Je me Oui, suis ça va. assez bien démerdé. Mais aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est de repartir à ce que j'ai aimé au début et ce que j'aime encore aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aussi, je ne suis pas que accroché au ciné, c'est créer des mondes. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que je continue à pousser. Et si ça me fait sortir du cinéma pour aller faire d'autres choses, ben je le ferai. Alors, juste pour conclure, avant de clôturer cette interview, parce que là, pour rebondir sur ton envie de créer des mondes, au début, tu as quand même parlé de jeux vidéo. Tu n'as jamais eu l'envie de basculer sur la création ou la production de jeux vidéo? Bah, bizarrement, comme je te disais avec RPG Maker, j'ai commencé par faire du jeu vidéo même avant d'en rêver. Tu vois, donc en fait, j'en ai déjà fait. J'en ai fait en plus après chez T'es Fou parce qu'on a fait des jeux vidéo concrètement, qu'on a programmé en Flash, etc. D'ailleurs, certains de mes collaborateurs sont devenus des mecs qui ont bossé dans le jeu vidéo après. Donc, c'est mon rêve en fait. C'est un de mes rêves, c'est de basculer sur le jeu vidéo et d'y aller. Donc, ouais, non, c'est toujours dans mon. Je rêve de le faire. Ça reste une suite possible. Bah, c'est encore Après, possible. il y a Unreal Engine 5 et tu peux faire tes jeux vidéo, hein, mais j'ai un peu moins le temps aujourd'hui. Mais c'est un de mes rêves, ouais. Voilà. Bon. J'adore ça et j'aimerais y basculer. On verra. Si Bah, bravo, quel parcours. Je vais m'arrêter là. Elle est très riche, cette interview. Mais on a réussi à aller jusqu'au temps présent. Donc ça, c'est bravo, c'est une belle prouesse. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et très passionnant. Merci, et bravo pour ton engagement, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a quand même cet engagement complet dans la réalisation et la production de tes projets. Et je pense que là, les auditeurs et les auditrices peuvent se rendre compte aussi de ce que ça demande en termes d'énergie, en termes d'implication personnelle et physique, que de porter cette casquette, voire parfois triple casquette de réalisation, de production et aussi d'encadrement, d'écriture et de préparation sur les projets.
Donc bravo, je trouve que c'est assez parlant. Merci à toi. Je conclurai en disant écoute, déjà, merci de m'avoir reçu et je souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent rentrer dans ce milieu. Et il faut y aller avec la passion et jamais la perdre. Je pense que le plus compliqué dans ce milieu-là et quand on devient professionnel, c'est de se perdre. Ah oui, c'est le plus dur. Aujourd'hui, c'est un mot qui est resté et c'est le plus dur. C'est de ne pas perdre ce qui nous amène dedans. Et je suis ravi que toi, tu aies transformé cette passion une partie de cette passion en recevant des gens comme nous et en pouvant communiquer ça. Donc merci à toi. Ah ouais. C'est cool. Voilà, c'est toujours bien de se balancer des fleurs pour conclure une interview. Ouais, sinon personne nous les donne. Tu le sais. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter positivement cet épisode, ça m'aide et puis ça m'encourage aussi à continuer à aller vous chercher les bons talents pour comprendre toujours la richesse de ces métiers autour de l'audiovisuel et du cinéma. Jean-Luc, merci. Merci Virginie. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.